Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Columbus, le voyage sans retour de Damien Allemand, saison 2. Et oui, chers amis, la saison 1 a été lue intégralement en live ces derniers jours, ces dernières semaines. Et ce soir, on entame donc la saison 2. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, sachez que dans la description de la vidéo se trouvent à votre disposition des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction de ce live ainsi que les pauses que j'effectuerai dans ma lecture pour aller directement à la lecture justement. D'ailleurs, je précise tout de suite que pour cette suite de live, je ne sais pas encore exactement comment je vais procéder pour les pauses, puisque lors de la saison 1, il y avait vraiment une numérotation précise des enregistrements, puisque je rappelle que Columbus, le voyage sans retour, est un journal de bord. Du coup, il y avait vraiment une numérotation précise de chaque entrée du journal de bord, si on peut dire. Ce qu'il n'y a pas dans la saison 2 et saison 3, je sais pas encore. Mais en tout cas, ça va faire que je vais peut-être avoir un peu plus de mal à mettre des timecodes précis ou des classifications précises quant aux playlists, etc. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est tout simplement mettre Columbus, le voyage sans retour dans la même playlist que la saison 1. Je pense que je vais mettre saison 1, 2 et 3 dans la même playlist qui s'appellera Et si on lisait Columbus, le voyage sans retour. Comme ça, vous aurez juste à vous enfiler les épisodes les uns à la suite des autres pour ne pas être perdu. Voilou. Je vous invite, chers amis, à vous installer tranquillement, à prendre à boire, à manger et à vous détendre, puisque nous allons démarrer le live assez rapidement. Je pense pas avoir grand chose à vous dire en introduction. Bon, à chaque fois je dis ça et je finis par parler 20 minutes, mais normalement, j'ai une idée assez précise de ce dont je veux vous parler et ça devrait passer rapidement. Santé à tous, chers amis. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais un peu vous parler du planning des lives cette fois-ci, parce qu'il y a pas mal de choses qui changent, qui se bousculent. Donc voici, on va commencer tout de suite avec du coup les lives de lecture qui eux pour le coup vont rester très stables je pense. Tous les mardis, tous les vendredis à 21h, ça va continuer. Là on a terminé la lecture de la saison 1 de Columbus, le voyage sans retour de Damien Allemand. On va poursuivre avec la saison 2 ce soir et encore certainement 2 ou 3 lives. Puis enfin on terminera avec la saison 3. D'ailleurs je sais pas encore quelle lecture on fera quand on aura terminé Columbus, mais bon. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, le choix n'est pas encore arrêté, donc n'hésitez pas si vous avez des envies à me le faire savoir. Donc voilà, pour les lives de lecture, c'est plutôt, somme toute, classico del Madrido. Ensuite, nous avons les lives sur Sea of Thieves, vous le savez, le mercredi de 13h à 16h, je fais un live sur Sea of Thieves, et jusqu'à présent, mon concept était grosso modo de faire les fables du flibustier en solo, à savoir la campagne du jeu. Donc on peut dire la quête RP, enfin voilà, la mission principale entre guillemets de Sea of Thieves, si on peut appeler ça comme ça. Et ça se déclinait en 9 fables du flibustier, donc 9 parties. Et j'ai réussi à finir en 12 fois, je crois. Donc j'ai terminé, ou en 11 fois, je sais plus. En 11 ou 12 fois, j'ai terminé ces 9 fables du flibustier en solo ce mercredi. Donc voilà, c'est une page qui se tourne des lives Planétéo. Ça m'a été vraiment très agréable de faire ces lives avec vous. C'est pourquoi, ne vous inquiétez pas, ce créneau va persister malgré que ce format s'arrête là forcément par la force des choses. Mais le créneau reste là, de 13h à 16h le mercredi, il y aura toujours du Sea of Thieves. Ce qui va se passer, c'est que maintenant on va plus faire les fables du flibustier en solo. Ce sera soit je me lance dans une partie en solo et ce sera complètement chill pendant 3 heures, soit je me lance en multi, ce qui pourra être encore un chouïa plus intéressant. D'ailleurs, on a déjà fait quelques lives en multi avec Mirani, avec Mini Roblast et avec Walkirax sur Sea of Thieves. Il n'est pas exclu par la suite
que l'on en refasse tous ensemble. Vous découvrirez peut-être aussi d'autres membres de l'équipage, à savoir Exil, Tran par exemple. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont possibles et qui vont sûrement arriver parce que Sea of Thieves, vous l'aurez compris, je pense, c'est vraiment un jeu qui me fait vibrer, qui me rend dingue. J'adore ce jeu et faire des lives sur ce jeu, c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà, ça ne bougera pas. Il n'est pas exclu d'ailleurs que à d'autres moments de la semaine, mais à ce moment-là de manière spontanée, se présentent d'autres lives sur Sea of Thieves parce que je suis au point où j'aime tellement ce jeu que je pense que ça me dérangerait pas de faire plusieurs lives en multi par semaine dessus, au contraire. Voilou pour cette partie gaming Sea of Thieves très précisément. Ensuite, en parlant gaming, il risque d'y avoir un autre live de gaming un peu exceptionnel, certainement unique, certainement one shot, puisque mon ami Mirani m'a mise au courant de la sortie d'un jeu très prochainement. Avec Mirani, on avait déjà fait une soirée sur le jeu We Were Here Too, donc le second opus de la licence, et Mirani m'a dit, en mode clin d'œil, en mode mec, t'as vu, il va y avoir We Were Here Together, je crois. Ça doit être ça le titre. We Were Here Together. Donc voilà. Il m'a dit ça un peu en mode on pourrait le faire à deux, non? Enfin, genre, il l'a pas dit clairement, mais ça sonnait comme ça. Donc je pense que Mirani a des idées derrière la tête. Et je vais voir parce que financièrement, je suis pas dans le meilleur des états. Mais si lors de la sortie c'est pas trop cher et que je peux me le permettre, je le prendrai et ça nous fera certainement, comme la première fois, une soirée de gaming avec Mirani, du coup sur un jeu d'énigmes horreur à moitié. Ça risque d'être bien fun, le premier épisode était vraiment fun pour le coup. Voilou concernant la partie gaming, si on peut dire. Ensuite, on a les lives de découverte du dimanche, ça je vous en ai déjà parlé. Le futur de ces lives de découverte est un peu incertain parce que, juste pour le moment, j'ai trop de choses à faire et c'est pas dans ma liste de priorités. C'est quelque chose que j'apprécie, mais c'est pas ce qui est en prio, tout simplement. Donc voilà, les lives de découverte sur l'univers de League of Legends vont continuer encore pour une période assez longue, l'air de rien, puisqu'on est à l'épisode 41, je crois, et que j'ai dit que je continuerai au moins jusqu'à l'épisode 50. Et à l'épisode 50, soit je ferai une pause, soit je m'arrêterai définitivement. L'avenir le dira. Mais voilà un petit peu pour l'avenir de cette émission. À savoir, c'est pas de chance que l'émission de ce dimanche est annulée. Je vais plutôt partir sur le fait qu'elle est annulée. Je vais plutôt vous dire qu'elle est annulée, même si je ne suis pas sûr. Mais je pense qu'il y a plus de chances qu'elle soit annulée plutôt qu'elle ne le soit pas. Donc je vais vous dire qu'elle est annulée. Vous aurez peut-être la bonne surprise de voir qu'elle aura lieu quand même. Mais ce dimanche, il devrait ne pas y avoir de live. Tout simplement parce que le mode Clash fait son retour pour la 3e, 4e, 5e fois sur League of Legends. Et ça fait 3, 4, 5 fois que ça bug complètement. Et qu'à chaque fois on est là au rendez-vous avec mes mates. Et qu'on est en mode... Putain, on peut vraiment pas jouer là. Bref, c'était la frustration absolue. Donc là, on a réuni la fine équipe et on espère pouvoir passer à l'action. Donc voilà, normalement, je ne devrais pas être en live dimanche. Et sinon, du coup, je pense avoir à peu près tout dit concernant les lives à venir. Comme d'habitude, j'aurai plein d'autres envies. Mais en fait, c'est ça qui est très compliqué, c'est que j'ai des tonnes d'envie et il y a plein de choses que je veux faire. Sauf que je peux pas faire tout. Notamment, en ce moment, je suis en train de travailler énormément sur une vidéo. Donc pas une rediffusion de live pour la chaîne YouTube cette fois-ci, mais vraiment une vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas publié de vidéo exclusivement produite pour ma chaîne YouTube. Et là, je suis en train de taffer sur ça depuis quelques temps. C'est long. C'est très long, c'est très long. Je vais juste vous donner un petit avant-goût de ce que ça peut être, sans toutefois le délivrer entièrement. Mais grosso modo, vous aurez vu que sur l'Instagram La Mère des Voleurs, l'Instagram que je possède avec Mirani, Exil et Miroblast, et où nous créons une fiction dans l'univers de Sea of Thieves, vous aurez vu que ça fait quelques temps qu'on n'a pas publié. Et c'est pour plusieurs raisons. Et l'une de ces raisons est que je dois d'abord avoir fini la vidéo et publier la vidéo.
Donc voilà, vous comprenez que ça a des liens, ça a des entrelacements. Je vous en dis pas plus. Oh si, tiens, je peux vous dire ça, tiens. Aujourd'hui, j'ai encore travaillé dessus, mais franchement, j'y travaille tous les jours en ce moment, c'est très long. Bref, j'ai travaillé tout à l'heure dessus et je suis arrivé à 10 minutes sur 22 minutes de montage. Donc là, je parle vraiment du montage, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui sera majoritairement basée sur l'audio et l'enregistrement de la voix et l'enregistrement et la composition et enregistrement des musiques de fond est terminé. Par contre, du coup, ensuite, je suis en train de faire le montage vidéo avec les effets spéciaux, avec des gros guillemets, hein, c'est vraiment du montage de base, mais voilà, avec des fondus, des trucs comme ça, juste. Calmez-vous. Attention, je veux pas trop vous hyper et que vous soyez déçus. Donc voilà, là, en ce moment, sur le montage vidéo à proprement parler, j'en suis à 10 minutes sur 22, donc ça sera une vidéo d'à peu près 22 minutes 20, si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Voilà voilou, donc ça j'y travaille et vu le rythme auquel j'y bosse, je pense que ça devrait sortir d'ici 2 à 3 semaines. Si tout se goupille bien, si je continue au même rythme, etc. Je pense que d'ici 2 à 3 semaines ça devrait sortir. Le truc aussi c'est que il y a quelque chose par le passé qui m'a beaucoup embêté sur plein de projets, c'est de me donner à fond sur un projet et de le sortir et de voir encore des défauts. Et j'ai l'habitude de dire que je me donne toujours à fond, ce qui est le cas, sauf que ça fait quand même très mal de s'être donné autant de mal sur un projet et de voir à sa sortie qu'il ne nous satisfait pas complètement. Donc là, je vais me donner entre guillemets encore un peu plus de mal, si on peut dire. Et puis c'est surtout aussi parce que j'ai appris une nouvelle chose, donc je prends beaucoup plus mon temps parce que je sais faire un peu plus de choses normalement qu'à l'époque. Et voilà, j'essaie de chiader un peu le truc. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça prend énormément de temps, mais j'ai envie de faire quelque chose de propre et dont je serai absolument satisfait et fier quand je le sortirai. Voilà voilou. Et du coup, une fois que cette vidéo sera sortie, les publications devraient reprendre sur l'Instagram La Mère des Voleurs très rapidement. Je dis ça, c'est pas très vrai non plus parce que il faut savoir que du coup on crée totalement les histoires sur l'Instagram La Mère des Voleurs. Et là on a déjà la suite scénaristique. Le deuxième arc scénaristique est complètement imaginé pour le moment, il n'est pas encore écrit. Donc voilà, il est complètement imaginé, il va falloir l'écrire, il va falloir prendre les photos qui accompagneront le texte, avant d'ensuite poster sur Instagram. Donc voilà, je pense que sur Instagram, il n'y aura pas de news avant quelques temps encore, malheureusement. Trop de choses à faire les gens, je m'en sors plus, c'est terrible. Voilou concernant tout cela, je pense avoir fait un grand tour pour le coup. Bonsoir Zikael, bonsoir Jumpy qui ne fait que passer, mais c'est gentil déjà d'être passé. Coucou Jumpy et bonne nuit à toi. Salut Zikael, comment ça va? Ça me fait plaisir de voir. Franchement, c'est con, mais ça me fait tellement plaisir de voir des gens venir régulièrement. Je me dis, putain, mais les mecs, ils sont motivés, quoi. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Du coup, on va se tourner doucement sur ce qui va nous intéresser ce soir, à savoir la saison 2 de Columbus, le voyage sans retour. J'en profite rapidement pour vous rappeler que dans la description de la vidéo sur YouTube se trouve le lien vous permettant d'aller sur le blog de Damien Allemand, puisque Columbus, le voyage sans retour, est à la base un blog qu'a créé Damien Allemand. Damien Allemand qui est venu me démarcher, le mot est pas très joli, mais en quelque sorte venu me démarcher en privé pour me dire ah bah est-ce que tu voudrais lire mon texte en live, etc. Et donc voilà, je me suis arrangé avec l'auteur Damien Allemand pour lire Columbus le voyage sans retour en live, et le lien du blog originel. D'ailleurs c'est vrai que le format journal de bord de l'œuvre s'entend mieux avec le blog, je trouve. Enfin, on comprend mieux pourquoi c'est un journal de bord, je trouve, avec le blog. Ça justifie un peu la chose de faire des publications comme ça fréquentes. J'ai du mal à m'exprimer. Bref, du coup, je vous mets le lien également sur le live Twitch.
Et oui, dernière petite chose, Damien Allemand, ça lui tenait à cœur de remercier, donc je remercie. Alors attendez, punaise, je sais pas mettre mes mots dans le bon sens, qu'est-ce que je fais? Je suis complètement bourré. Je remercie donc Laurent Palmier, si je prononce bien son nom. Laurent Palmier, qui est donc l'illustrateur de Columbus, le voyage sans retour. Vous trouverez d'ailleurs sur le site plusieurs illustrations, d'autres illustrateurs aussi d'ailleurs. En tout cas, là, celle que j'ai utilisée pour faire la couverture du roman, enfin du roman, du texte, voilà, de Columbus, le voyage sans retour, et donc une illustration de Laurent Palmier faite exprès pour la série. Voilou. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est très compliqué de classifier Columbus, le voyage sans retour, parce que c'est vraiment un format numérique. C'est vraiment un texte sous format numérique, donc c'est vraiment à la croisée du blog, à la croisée du journal de bord. C'est difficile de mettre un terme précis, je trouve, sur ce que c'est vraiment. Enfin bref, en tout cas c'est une aventure littéraire qu'on découvre ensemble depuis déjà 3 lives, là ça va être le 4e ce soir. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Apparemment, dans cette saison 2, on va toujours parler du même personnage qui nous intéressait dans la saison 1. Donc on va toujours suivre son aventure et son avancée dans l'espace. À ceci près qu'il ne sera plus seul, puisque dorénavant, nous avons également le journal de bord d'un second personnage. Donc voilà, je vais découvrir ça avec vous. Je vous rappelle que j'ai pas lu le texte en amont. C'est une totale découverte en même temps que vous. Et je pense qu'on va se lancer en fait. Je pense qu'on va juste se lancer sans plus attendre. Hop. Il pleut dehors, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Mais on va pouvoir se lancer enfin, tranquillement, dans la lecture. En fait, ouais, j'ai rien de plus à dire. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Ah oui, si, pardon. Du fait qu'il n'y ait pas de numérotation aux différentes parties cette fois-ci, je vais prendre des considérations un peu plus vagues. Donc là, le PDF fait 58 pages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire 9 pages, je ferai une pause, je relirai 9 pages et je m'arrêterai pour ce soir. Et les 2 prochains lives, je pense que je ferai 10 pages, pause, 10 pages, 10 pages, pause, 10 pages. Et ça me fera les 58 pages. Voilou. Je suis le boss, hein, merci Zikael, c'est gentil. Et du coup, on est parti pour 9 pages de cette saison 2. Je vous reviens d'ici 20-30 minutes, je ne sais pas exactement, mais ça devrait aller relativement vite, je pense. Bonne écoute à tous, bonne écoute Zikael, bonne écoute à ceux qui nous regardent dans l'ombre et ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la pause. Columbus, le voyage sans retour de Damien Allemand. Saison 2, Naufrage. Denis Genoa, journal d'exploration. Oh non. Je savais que j'allais me fail. J'avais essayé de le lire plus tôt dans l'après-midi, ce petit passage. Et je savais que j'allais me fail parce que le nom est pas facile à dire. Bref, je vais reprendre. En plus, c'est très con ce que je vais dire. Mais la pluie dehors, la pluie battante sur mon toit, me déconcentre de ouf. Enfin bon, bref. Je vais arrêter de me trouver des excuses. Je relance à zéro. Réinitialisation. Vous n'avez rien vu. Columbus, le voyage sans retour de Damien Allemand. Saison 2, Naufrage. Denis Genoa, journal d'exploration. Lundi 29 février 1932. La forêt est si dense que nous avons dû abandonner nos montures il y a 3 jours. Nous progressons lentement. Nous sommes dans une zone qui n'a jamais été explorée auparavant. De nombreuses légendes circulent sur la présence de civilisations indigènes. Certains disent même qu'elles seraient plus évoluées que nous. Ce qui est certain, c'est qu'on n'en a vu aucune trace. J'ai du mal à croire qu'une civilisation évoluée puisse vivre par ici sans qu'on en ait vu de signes. On a perdu presque tous nos guides et porteurs. Ceux qui ne sont pas morts de maladie ou d'une attaque d'animaux sauvages ont déserté, terrorisés par les diverses superstitions. Mais je ne désespère pas d'atteindre cette vallée légendaire dans les jours qui viennent. Nous avons dû faire un détour pour passer les reliefs, et d'après mes estimations, mercredi ou jeudi nous y serons. Cette nuit, la forêt est particulièrement sombre. Le ciel est très couvert, et on ne perçoit aucune étoile à travers le feuillage. J'espère qu'il n'y a aucun sauvage dans le coin.
On ne les verrait pas venir et on n'a rien pour se défendre. J'espère aussi que cette ambiance inquiétante ne va pas faire fuir notre dernier guide et nos 3 derniers porteurs. Pour faire bref, c'est plein d'inquiétudes que je m'apprête à dormir, mais ce n'est plus le moment d'abandonner. On est si près du but. Denis Genoa, mercredi 2 mars 1932. Extraordinaire, c'est le mot du jour. Nous avons effectivement atteint la vallée qu'on visait. Elle est très encaissée comme un canyon de plus de 500 mètres de profondeur et environ 300 ou 400 de largeur. Elle doit faire plusieurs kilomètres de longueur et est tellement envahie par la végétation qu'on ne peut y distinguer le fond. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, ce n'est pas cette géographie hors du commun. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'il s'y trouve. Au fond, dissimulé sous des branchages, des feuillages et des troncs d'arbres, on a trouvé une étrange structure métallique aux formes arrondies. De couleur blanche et noire, l'objet doit mesurer plus de 140 mètres de haut, 250 de large et plus d'un demi-kilomètre de long. Il est posé dans le lit de la rivière sur des piliers de quelques mètres de haut. Il ne semble pas être là depuis longtemps, car la végétation ne s'y est pas encore accrochée. Je dirais 1 mois, 2 peut-être. On ne s'en est approché qu'en fin d'après-midi. On l'explorera davantage dans les jours qui viennent, mais par sécurité, on va camper à bonne distance ce soir. Je me demande quelle civilisation a bien pu concevoir un tel objet. Je n'ai jamais rien vu qui s'en rapprocherait durant mes nombreuses explorations sur cette planète. Demain, on en saura plus. Denis Genoa, samedi 5 mars 1932. On en a fait le tour pendant 3 jours, examinant minutieusement sa surface. On n'a trouvé aucune entrée. Il y a quelques ouvertures que nous avons explorées, mais celles-ci se terminent toutes par des grilles solidement fixées, ou des cloisons que nous n'avons pas trouvé comment ouvrir. Ces couleurs sont vives. Globalement blanc, l'avant et l'arrière sont noirs. Par endroits, il y a des bandes rouges et oranges. Sur le dessus, en gros caractères, on trouve une inscription en rouge. Il est difficile d'imaginer comment cet objet a pu être construit ici, sans qu'on s'en soit aperçu. Il est clair que cet objet n'est pas là depuis très longtemps, car la végétation n'a pas commencé à y adhérer. Il devrait donc y avoir des traces de travaux, des échafaudages, des traces de trajets dans la forêt pour amener les ressources. Mais il n'y a rien de tout ça. C'est à se demander si ce n'est pas tombé du ciel. Et où sont passés ceux qui ont mis ça là? On n'a vu en 3 jours aucune activité. Où sont-ils allés? Encore une fois, il n'y a aucune trace de chemin ou de trajet. La quantité de personnes qu'il faudrait pour fabriquer cela est telle qu'ils devraient avoir laissé des traces s'ils étaient partis dans la forêt. Seraient-ils à l'intérieur? Cet objet est une véritable énigme. Il va être nécessaire de revenir avec plus de matériel pour l'examiner. J'imagine qu'avec la crise que connaît la planète depuis quelques années, trouver les ressources pour l'exploration ne va pas être une chose aisée. Mais face à une telle découverte, j'espère bien mobiliser la communauté scientifique. On se donne encore 1 jour ou 2 pour se préparer au trajet retour en réparant notre matériel et faire le plein d'eau et de nourriture. Denis Genoa, lundi 7 mars 1932. Nous nous étions mis en marche quand un bruit attira notre attention. Retournant vers la vallée, nous eûmes juste le temps d'apercevoir un individu rentrer dans la structure. Un immense pan de la paroi remonta et se referma derrière lui. La créature en question devait faire dans les 7 mètres de haut. Elle se tenait verticalement sur 2 membres et avait 2 autres membres attachés à la partie supérieure. Elle portait des habits gris-bleu bien ajustés. Nous n'eûmes pas le temps d'en voir davantage. Nous avons donc décidé de revenir nous installer à proximité de cette ouverture, tout en restant dissimulés à l'abri du feuillage. Denis de Genoa, mardi 8 mars 1932. L'individu est ressorti aujourd'hui. Le système d'ouverture est très silencieux. C'est probablement pour ça que nous n'avons rien entendu les jours précédents. L'individu s'est déshabillé, laissant ses affaires sur des rochers. Il a nagé un moment dans un petit étang formé dans la rivière par une accumulation de rochers. Après s'être séché et rhabillé, il s'est installé sur les rochers et, sortant un carnet, il a fait des croquis ou bien pris des notes. D'où on était, on ne pouvait pas voir ce qu'il inscrivait dans son carnet. Après peut-être 1 heure, il a rangé son carnet puis est retourné dans la structure, refermant la porte derrière lui. Il n'est jamais ressorti de la journée. Ni lui ni aucun autre individu, on ne sait pas s'il est seul ou s'ils sont plusieurs. On a observé la paroi en question sans trouver comment il pouvait être possible de l'ouvrir. Nous allons rester encore un peu pour voir s'il ressort ou si d'autres individus ressortent. Denis Genoa, vendredi 11 mars 1932.
Nous l'observons depuis 3 jours. Il est plutôt régulier. Il sort à peu près à la même heure, nage, dessine et retourne à l'intérieur. C'est le même individu. Peut-être est-il seul? Sinon, pourquoi les autres ne sortent-ils pas? À moins qu'ils ne soient tous identiques ou suffisamment similaires pour que nous puissions les distinguer les uns des autres. Après tout, à moins d'être un ornithologue expérimenté qui saurait faire la différence entre 2 moineaux ou 2 rossignols. Si seulement nous pouvions rentrer dans ce bâtiment. Quand il sort, il s'éloigne peu, nage un peu, mais garde toujours un œil sur l'ouverture. Les rares fois où il s'est éloigné hors de vue, il a préalablement pris soin de fermer derrière lui. Bien sûr, on a soigneusement observé ce qu'il faisait pour fermer puis rouvrir cette porte, à savoir poser l'extrémité de son membre supérieur droit sur une plaque à droite de celle-ci. En escaladant la paroi, on a essayé d'en faire autant, mais sans succès. On va encore l'observer un jour ou deux. Si on trouve une idée pour entrer, on tentera notre chance. Sinon, on pliera le campement pour retourner rapporter notre découverte. Denis Genoa, dimanche 13 mars 1932. Considérant sa régularité, nous avons précisément calculé le temps qu'il nous faudrait pour sortir de notre cachette, monter la rampe et disparaître à l'intérieur, dans le temps qu'il utilise pour se déshabiller avant de nager. Nous avons soigneusement préparé un équipement léger et minutieusement répété. Demain matin, on essaie de rentrer. Dans l'hypothèse où nous ne parvenions pas à ressortir d'ici 3 jours, je confie ce carnet à notre dernier guide, avec pour consigne de repartir avec. Baltcairn, lundi 14 mars 2185. Depuis la disparition de Namgoo, j'ai perdu le goût d'écrire. J'ai quitté les Poos, c'est comme ça qu'ils se nomment eux-mêmes, il y a près de 3 mois. J'ai choisi d'aller le plus loin possible. J'ai pris dans leur atlas la planète habitable la plus éloignée qu'ils aient explorée, et m'y suis rendu. Le voyage, grâce à leur nouvelle technologie, a pris moins de 2 mois, et me voilà ici depuis près d'1 mois, à vivre une vie d'ermite solitaire, ou plutôt, devrais-je dire, de Robinson échoué sur une planète déserte de toute vie évoluée. Le Columbus est posé au fond d'une vallée très encaissée. Dissimulé par de la végétation, je pense être suffisamment invisible si ces extraterrestres agressifs venaient à passer par là. Mon rythme de vie est assez simple, et peut se résumer par un peu de natation tous les matins dans un petit étang, puis un peu d'exploration. J'essaie de faire une sorte d'inventaire de la riche vie de cette planète, m'improvisant exobiologiste, pour passer le temps. Mais alors, pourquoi avoir repris l'écriture aujourd'hui? Parce qu'il se passe des choses bizarres sur cette planète. Il y a 2 jours, j'ai repéré un appareil passer dans le ciel et se poser à plusieurs kilomètres de là. J'ai envoyé un drone observer, et les images qu'il m'a envoyées sont terrifiantes. Il s'agit de ces extraterrestres agressifs. Ils ont rasé ce que je croyais être une forêt, mais qui était en réalité une ville. Les bâtiments ayant une structure végétale si similaire à des arbres que j'ai cru qu'il ne s'agissait là que d'une espèce végétale endémique bizarre. Mais je les ai vus enlever les êtres qui habitaient ces villes. Aujourd'hui, je viens d'avoir une idée saugrenue, voire suicidaire. Je vais aller là-bas avant qu'ils ne repartent, et fixer sur un de leurs appareils un courrier rapide que j'ai programmé pour revenir automatiquement ici dès que leur vaisseau sera sorti de l'espace replié. Comme ça, je saurai où ils sont. Je prévois d'y aller aujourd'hui. D'où ce message, pour qu'on sache ce qu'il m'est arrivé si je ne reviens pas vivant de cette mission. Denis Genoa, mardi 15 mars 1932. Tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est le 2e soir qu'on est à l'intérieur alors qu'on avait prévu de ressortir au bout d'un jour. Enfin, quand je dis on, je devrais dire je. En effet, je me retrouve seul. Pour commencer par le début, on est entré lundi matin alors que l'individu venait de sortir et se dirigeait vers l'étendue d'eau où il a l'habitude de nager. On avait prévu d'explorer la structure et de ressortir le lendemain, au moment où l'individu devait ressortir. Le hall d'entrée est une pièce haute, d'environ une dizaine de mètres de haut sur environ 5 ou 6 mètres de large. Dans cette pièce, tout est en métal, mais quand on la passe, via une grande porte métallique qui par chance était restée ouverte, on arrive dans un grand corridor dont les parois sont recouvertes d'une étrange matière blanche et souple. Peu de temps après qu'on soit rentré, les lumières ont subitement baissé. Pour mieux y voir, John a allumé une torche. Mais apparemment, ça a attiré un des gardiens du lieu, un étrange monstre métallique de la forme d'une grosse lentille d'environ 1 mètre de diamètre qui flottait dans l'air. Il nous a tourné autour pendant plusieurs minutes, avant qu'un autre monstre qui, lui, rampant sur le sol, ne surgisse et se jette sur nous. Il s'est emparé de John.
Grag et moi, nous sommes enfuis chacun de notre côté, avec pour consigne de se retrouver le lendemain à l'ouverture de la porte. J'ai trouvé à me cacher derrière une structure de tuyaux au plafond d'un corridor. J'y suis resté des heures, observant silencieusement les monstres qui me cherchaient. Au bout de plusieurs heures, ne voyant plus aucun mouvement, je suis sorti de ma cachette en me laissant tomber au sol. Ce qu'il y a de bien avec ce revêtement souple, c'est qu'il absorbe extraordinairement bien les chocs. Je me suis décidé à explorer l'endroit, en restant à l'écoute et en gardant à l'œil les éventuelles cachettes dont je pourrais avoir besoin. Il y avait de nombreuses portes, mais il m'était impossible de trouver comment les ouvrir. Je suis finalement entré dans la seule pièce qui n'était pas fermée. C'était comme une grande baie vitrée d'où on voyait l'extérieur dans toutes les directions. Ce qui me surprend, c'est que, bien qu'ayant examiné la structure extérieure dans ses moindres détails, je ne me rappelle d'aucune baie. De plus, si mes croquis sont exacts, les croquis et les notes que je prends pour ne pas me perdre, je devrais me trouver à mi-altitude de la structure et donc assez loin de la paroi. C'est vraiment bizarre. Grimpant sur un grand autel, couvert d'inscriptions machiavéliques, de touches comme des touches de machine à écrire et de manettes, je me suis approché du mur de cette salle. Et il me semble que ce n'est pas une vitre, mais une sorte de structure lumineuse, qui reproduit à la perfection l'extérieur, avec un effet tridimensionnel d'un réalisme époustouflant. Après avoir passé la nuit dans une cachette sous l'autel, je suis retourné de bon matin, bien avant l'heure habituelle, à laquelle l'individu sort nager, à proximité de la porte de sortie, et caché dans des tuyauteries au plafond, j'ai attendu. Mais de toute la journée, celle-ci ne s'est jamais ouverte. Je n'ai retrouvé ni Grag, ni John. Je me demande bien ce qui a pu leur arriver. Et surtout, je me demande bien ce qu'il va m'arriver. Je vais rester caché ici toute la nuit et surveiller cette maudite porte. Denis Genoa, jeudi 17 mars 1932. Cela fait près de 4 jours que je suis à l'intérieur. J'ai essayé de me rationner, mais là, je n'ai quasiment plus rien. J'avais la nourriture pour 2 personnes pour un jour. John avait avec lui l'équivalent de 2 rations journalières lui aussi, ce qui nous faisait un peu de marge. Mais là, il est clair que je ne pourrais pas tenir un jour de plus. Tout est vraiment calme à l'intérieur. Je n'ai pas revu les monstres mécaniques, et l'individu n'est pas passé par cette porte depuis que je la surveille. J'ai fait un tour et je n'entends aucun bruit. J'ai l'impression que le lieu est complètement vide. Il faut vraiment que je trouve un moyen de sortir, d'ici 24 heures où je vais y laisser ma peau, en espérant qu'il y a encore quelqu'un qui m'attend dehors. Balt Cairn, vendredi 18 mars 2185. Ouch! C'était chaud. J'ai bien cru y laisser ma peau. Comme je l'ai expliqué dans mon précédent enregistrement, lundi je suis parti tenter de pirater un des appareils qui se sont posés à quelques kilomètres de là, en leur collant un mouchard de ma fabrication. Pour éviter de me faire repérer, je me suis posé dans une petite clairière à environ 2 kilomètres de leur endroit. Comme la nuit tombait, j'ai dormi dans le module tout en observant leurs activités avec un drone. C'est intéressant de voir comment les habitants de cette planète se sont intégrés à la nature. Il n'y a quasiment pas de frontière entre les vrais arbres et leurs immeubles aux allures arboricoles. Mais les envahisseurs, eux, ont su faire la distinction sans difficulté, et ont coupé systématiquement ces habitations, capturant les individus qui y habitaient. Leur méthodologie a l'air si rodée, si efficace, qu'elle ensemble mécanique. C'est un peu comme si c'était du travail industriel. Ils ont mis en place une sorte de barrière de 2 mètres de haut qui est totalement infranchissable pour ces autochtones de 40 à 50 cm. À l'intérieur de la zone qu'ils ont choisi de faucher, les immeubles les uns après les autres avançant depuis le bord de cette ville vers le côté opposé. Les indigènes, qui sont de petits êtres de quelques dizaines de centimètres, comme je le mentionnais plus haut, ressemblent à une branche ou à un arbuste qui marcherait sur 3 racines. Le long de leur corps, ils ont 3 paires de membres semblables à de plus petites branches, terminées par ce qui semble être des doigts en forme de petites feuilles, 2 par membre. Au bout de leur corps, ce que je pourrais appeler leur tête, est un bulbe surmonté de 3 antennes. Sont-ce des yeux au bout de leurs antennes? Je n'en sais rien. Voient-ils? Entendent-ils? Comment communiquent-ils? Je ne saurais le dire. Mais ils ont l'air particulièrement bien évolués. Non pas parce qu'ils savent construire des immeubles sur Terre à leur échelle, les termites en font tout autant. Mais ils sont habillés. Ça n'a l'air de rien de dire cela, mais si on y réfléchit, c'est la première chose qu'a fait l'homme en sortant du jardin d'Éden, prendre conscience qu'il était nu. Sur Terre, il y a des animaux qui construisent des habitations, des animaux qui conçoivent des outils, mais aucun ne s'habille. Chez les hommes, même dans la plus primitive des tribus, celles qui sont restées isolées du contact de la civilisation, tous portent quelques vêtements ou parures.
C'est pourquoi je trouve particulièrement risible quand je revois de vieux films de science-fiction. Je pense à plusieurs films de Steven Spielberg, où les envahisseurs extraterrestres prétendument dotés d'une technologie hors du commun se baladent à poil. Ici, ils ont des vêtements particulièrement bien assemblés et stylisés, démontrant un goût et une technicité très avancés. Bref, pour en revenir à mon expédition, mardi matin je me suis approché de leur barrière. Escaladant les arbres et laissant pendre une corde de l'autre côté, je me suis introduit dans l'enceinte de la ville en ruine. Rampant au milieu des décombres, je me suis approché du vaisseau le plus proche. Personne ne tournait autour. Tous travaillaient à l'autre bout de la ville à capturer les indigènes restants. J'ai cherché un endroit discret et non fonctionnel pour y dissimuler mon mouchard. Retournant sans traîner vers la barrière, je grimpais à l'aide de la corde que j'avais laissée, mais j'ai dû déclencher une alarme. J'étais en train de disparaître dans la forêt quand j'ai entendu du grabuge derrière moi. Plutôt que de retourner à mon appareil, je suis donc parti dans une autre direction, histoire de donner le change. J'ai attendu toute la journée pour m'assurer de ne pas avoir été repéré. Je les ai vus fouiller un peu la forêt, mais ils n'avaient pas l'air très motivés pour me retrouver. Comme le soir tombait, j'ai décidé de rester caché dans les forêts toute la nuit, plutôt que de risquer de me perdre en essayant de retrouver mon appareil. Autant dire qu'avec la peur, le froid, la faim et la soif, car je n'avais emmené aucune provision, je dormis très mal. Retournant mercredi au petit matin à mon appareil, je décidai d'y dormir après avoir mangé un morceau, et plutôt que de risquer de me faire repérer, je resterai là un jour de plus et rentrerai jeudi. Mais jeudi, ayant fini leur récolte, les aliens entamèrent leur procédure de départ. Ils décollaient les uns après les autres, se mettaient en formation, s'organisaient. Autant dire qu'avec ce balai aérien au-dessus de ma tête, il n'était pas question de sortir de ma petite clairière. Il me fallut attendre jusqu'au soir, et ce n'est que hier soir que je suis rentré sain et sauf au Columbus. Inutile de dire que je n'ai pas traîné à prendre une douche et me coucher. Il n'y a plus qu'à attendre. Maintenant, le retour de mon courrier. Dennis Genoa, samedi 19 mars 1932. Je suis enfin parvenu à sortir de ce piège de métal. Hier matin, l'individu est sorti. J'ai été réveillé par des bruits mécaniques et je l'ai vu. Marchant tranquillement comme si de rien n'était, il est passé sous ma cachette sans même ralentir. Posant sa main sur un panneau de commande, il a enfin ouvert la porte de ce que je croyais être mon tombeau. Inutile de dire que je n'ai pas traîné. À peine avait-il disparu de mon champ de vision que je me laissai tomber au sol et me précipitai vers la sortie de peur que celle-ci ne se referme avant que je sois dehors, ignorant toutes les règles de prudence que je m'étais fixées. Et quelques minutes plus tard, je retrouvai le campement, sain et sauf, mais affamé, assoiffé, épuisé. Après m'être rassasié, j'ai dormi toute la journée. John et Greg, eux aussi, étaient là. Apparemment, la machine qui les a attrapés ne leur a fait aucun mal, et les a juste jetés dehors. Si j'avais su cela, je me serais laissé attraper plutôt que de risquer de mourir de faim. D'après ce qu'ils m'ont raconté avant-hier, un objet volant s'est approché, et serait rentré dans une ouverture sous les 2 gros tubes noirs qui sont à une extrémité de ce bâtiment. Ils se sont précipités pour essayer de rentrer, mais l'ouverture s'est refermée bien avant qu'ils n'arrivent. Je pense qu'on n'a plus grand-chose à faire ici. Le mieux est de repartir prévenir les autorités de l'existence de cet objet. On reste encore 2 ou 3 jours, histoire d'accumuler des ressources pour le voyage retour, et surtout, pour moi, de récupérer complètement. La traversée de la forêt sauvage n'est pas une mince affaire. Balt Cairn, lundi 21 mars 2185. La vie a repris son cours normal. Le train-train quotidien d'un naufragé solitaire. Le matin, je me lève, je nage un peu, je me promène dans les environs. Je fais quelques croquis de la vie sauvage. D'ailleurs, à propos de vie sauvage, Amar m'a raconté avoir sorti 2 animaux qui s'étaient introduits lors de ma dernière sortie avant mon expédition. Sauf que ces animaux, apparemment, n'en étaient pas vraiment. Mais d'après sa description, ils ressemblaient davantage aux indigènes de cette planète. Du coup, j'essaie de voir s'il y en a dans le coin, mais ils semblent avoir appris à vivre dans une telle harmonie avec la nature que je me mets à douter, à chaque fois que je vois une branche morte au sol, ou un arbre un peu différent des autres. Aujourd'hui, chez moi, ce serait le printemps. Ici aussi, on dirait. De nombreuses fleurs aux formes et aux couleurs extravagantes viennent d'apparaître. Cette festive explosion de joie contraste tant avec le drame qui s'est produit à quelques kilomètres d'ici. C'est comme si un feu d'artifice avait explosé pendant la nuit. Je crois que je sais quel va être le sujet de mes croquis pour les jours qui viennent. Dennis Genoa, jeudi 24 mars 1932.
C'est sous une pluie battante que nous avons rejoint le campement où nous avions laissé nos montures. La pluie, la mauvaise visibilité, les écoulements de boue, les chutes d'arbres et de nombreux autres désagréments du même ordre nous ont grandement retardés. Par chance, ce mauvais temps a encouragé toutes les vilaines bêtes qu'on a pu croiser à l'aller à rester chez elles. Ce soir, la pluie s'est calmée et on a pu faire un peu de feu, mais on patauge dans la boue et nos vêtements trempés jusqu'au fond de nos sacs ne sont pas prêts de sécher. Demain, on pourra retrouver les sentiers à dos de mulet. Si le temps ne nous est pas trop défavorable comme ces derniers jours, on aura rejoint les premières traces de civilisation indigène dans 3 ou 4 jours. Je plie ce carnet, ce soir, pour un repos bien mérité. Baltkern, samedi 26 mars 2185. Revoilà enfin un rayon de soleil. La semaine a été marquée par une pluie battante presque tous les jours. Comment s'occuper quand on est un Robinson, naufragé solitaire, et qu'on ne peut pas sortir? Amar fait office de vendredi et me tient compagnie. Et puis j'ai à ma disposition une bibliothèque de livres électroniques et de vidéos qui me nécessiterait plusieurs dizaines de vies si je voulais tous les lire ou les visionner. J'en ai d'ailleurs profité pour lire ou relire Daniel Defoe, Johann Davis Wyss, Michel Tournier, Andy Weir et cet étonnant Jules Verne peu connu, l'oncle Robinson. Sans parler des nombreuses adaptations cinématographiques, télévisuelles ou tubesques, si on inclut les histoires similaires d'individus échouant sur une île déserte ou plus modernes sur une planète déserte, on en trouve près de 50. Ça laisse de quoi s'occuper. Ce qui m'a surpris à la relecture de certains livres, c'est la vision complètement différente quand on les relit des années après. C'est là qu'on se rend compte de la part d'imagination du lecteur. Le texte génère une histoire dans la tête du lecteur qui comprend beaucoup plus d'images et de détails que n'en contient le texte. Ainsi, l'humeur du moment, l'ambiance, les sons, la musique environnante, les connaissances et la culture peuvent radicalement changer la perception d'une histoire et en faire une toute autre. Il suffit de voir les différences de couvertures entre 2 éditions pour s'en convaincre. 2 illustrateurs vont partager leur vision personnelle de l'histoire, et ainsi entraîner avec eux le lecteur dans une aventure qui démarrera sur les sensations qu'un dessinateur a voulu partager. Bref, trêve de bavardage. Le soleil m'attend, et je m'en vais faire quelques longueurs de bassin. Denis Genoa, mardi 29 mars 1932. Nous avons enfin rejoint le plus proche village indigène. Même si le temps a été plus clément, on a eu beaucoup de soucis sur la piste qui a souffert des intempéries. Par endroits, le terrain s'était effondré, nous obligeant à de périlleuses acrobaties pour longer des ravins vertigineux sur ce qu'il restait de la route, un bout de terrain plat menaçant de s'effondrer à tout moment. Et quand on ne risquait pas notre vie sur une corniche, on devait lutter contre une végétation qui, s'étant effondrée en travers du chemin, nous bloquait le passage. Bref, nous voilà sains et saufs. Enfin presque. Des bruits courent, d'autres villages avoisinant qu'une guerre aurait éclaté. On ne comprend pas tout ce que disent les indigènes, mais cela parle d'une catastrophe d'une grande ampleur. Une nouvelle guerre mondiale? Cela fait à peine une décennie que la précédente s'est terminée. La crise économique dont nous souffrons semblait pourtant sur la bonne voie pour se terminer. Mais il est vrai que de nombreuses rancœurs s'étaient installées depuis la fin du dernier conflit. Les perdants rêvaient de prendre leur revanche et de corriger les injustices d'un traité de paix trop sévère de leur point de vue. Sans parler de l'ambition démesurée de ces dirigeants autoritaires qui ont profité de la crise pour s'installer. On va rejoindre la ville par la rivière. On devrait y être d'ici le week-end. On en saura plus. Si cette guerre s'avère réelle, cela va poser problème pour les financements pour mon expédition vers le temple qu'on a découvert. Baltkern, vendredi 1er avril 2185. Aujourd'hui, j'ai accroché un poisson en papier sur l'arrière d'un des drones d'Amar. Ça ne l'a pas fait rire. Aucun humour ces IA. Est-ce que l'intelligence ne serait pas aussi de savoir rire d'une situation incongrue? D'après ce que j'ai lu, le rire vient généralement de la rencontre avec un événement alors qu'on s'attendait à un autre. L'effet de surprise d'une situation illogique est pourtant réel. Je vais essayer d'apprendre à rire à Amar. Objectif ambitieux et pour le moins original. Il faut bien s'occuper en attendant le retour de ce drone. En espérant qu'il ne me ramène pas les monstres qu'il est censé espionner. Par sécurité, j'ai passé du temps, ces jours-ci, à camoufler davantage le Columbus. Plus de branchages et de végétation. Je l'ai en partie recouvert de terre et y ai replanté diverses espèces végétales prises ici ou là. Ce fut aussi l'occasion pour moi de dessiner des croquis de ces espèces, si originales qu'elles pourraient constituer de bonnes sources d'inspiration pour des blagues, de par leur forme parfois évocatrice de zones anatomiques humaines qu'on dissimule généralement dans nos sous-vêtements.
comme ces doubles bulbes verts et mauves qui se gonflent le jour au soleil et se dégonflent la nuit, émettant le son caractéristique d'une flatulence. Par chance, l'odeur qui s'en dégage est très fleurie et sucrée. Cela pourrait s'apparenter à un mélange de lavande et d'agrumes, qui parfume les abords de la forêt à la tombée de la nuit. Je m'en vais donc, après mes longueurs quotidiennes, chasser d'autres espèces, source d'inspiration pour mon projet d'éducation humoristique d'Amar. Denis et Genoa, dimanche 3 avril 1932. Nous sommes arrivés hier dans la petite ville de Jutai Natal. Apparemment, il y a bien eu une bataille à proximité d'ici. Ça ne ressemble pas à une guerre mondiale. Pourquoi les conflits larvés viendraient éclater ici dans ce coin paumé de la planète? Et puis les survivants parlent d'appareils volants, d'individus bipèdes de grande taille. Ça ressemble curieusement à ce que nous avons découvert dans la forêt. Cela doit être un poste de surveillance. Ils envisagent peut-être de renouveler leur attaque. Si on s'empare de cet individu isolé, on peut peut-être les empêcher de renouveler leurs agressions. Voire avoir une monnaie d'échange pour récupérer les milliers de personnes qui ont été enlevées. On en a discuté aujourd'hui avec les autorités locales. On va essayer de monter un plan demain. Denis Genoa, mardi 5 avril 1932. Depuis que nous sommes arrivés ici, à Jutai Natal, les réfugiés, blessés, orphelins, n'ont pas cessé d'arriver. La colère monte. Les populations veulent des explications, voire une revanche. De plus, on ne veut pas attendre trop longtemps. Ils pourraient repartir. Donc pas question d'attendre que les autorités du pays ne viennent. Elles ont été prévenues. Quand elles arriveront, il faudra qu'on ait déjà réussi la capture. Notre plan pour enlever l'individu est maintenant au point. Nous avons répété plusieurs fois sur des maquettes. Nous ne l'amènerons pas en ville de crainte de représailles de la population qui pourrait vouloir le lyncher. Et puis, faire tout ce trajet avec lui pourrait être compliqué. Il existe dans la jungle au sud du village où nous étions il y a quelques jours, une série de cavernes, qui fera une excellente cache en attendant que les autorités du pays reprennent le relais. On part demain matin dès l'aurore. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. Nous passons à la pause, chers amis. Et pour le moment, je trouve la lecture plutôt cool. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire, mais je trouve la lecture cool. Pour le moment, je vois pas trop où on va, mais je trouve que c'est plus entraînant que la première saison. C'est-à-dire que la première saison, on avait vraiment l'impression de suivre le quotidien de Baltkern et entre guillemets, c'est tout. C'est-à-dire que il n'y avait pas tant l'idée de fil rouge ou d'histoire qui perdurait sur les différentes parties et qui nous entraînait vers quelque chose. Là, j'ai l'impression d'être plus dans le truc directement. C'est quasiment un début in medias res, donc in medias res ça veut dire dans le feu de l'action en gros. Et là on est quasiment in medias res quoi, avec la situation de Denis Genoa qui est très vite expliquée et dans laquelle il y a très vite de l'action. Et Baltkern, pareil, il se passe quelque chose. Il y a eu du coup une petite ellipse de 3 mois par rapport à la fin de la saison 1. Je trouve ça intéressant pour le moment, je trouve ça très intéressant. Je dois presque avouer que pour l'heure, je pense préférer Denis Genoa à Baltkern. En tout cas, sa partie m'intrigue un peu plus. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, mais quoique pas si étonnant que ça. En fait, ça m'intrigue un peu plus parce que vu que c'est le nouveau perso, on se dit qu'est-ce qu'il fout là? On se dit quelle va être sa justification? Est-ce que c'est vraiment juste deux journaux de bord, deux journaux de bord, c'est bizarre à dire, bref, qui se mélangent et puis juste on suit deux histoires qui n'ont aucun rapport? Ou est-ce que c'est vraiment deux histoires qui sont liées et dans ce cas on cherche à comprendre quelle va être la liaison? J'ai l'impression que c'est lié malgré tout parce que je veux pas dire de conneries, mais je crois avoir repéré dans les premières parties de Denis et dans les premières parties de Balt quelques
quelques similarités. D'ailleurs, peut-être un petit peu trop grosses. Je sais pas. Je sais pas si c'est juste moi qui fais des liens ou voilà, mais en tout cas, il y a certains mots qui ont été employés et certaines activités aussi faites par Balt qui font référence directe, j'ai l'impression, aux activités de l'alien et même à la description du décor. Dans les deux, il y a cette description de canyon de plusieurs centaines de mètres creusés. Enfin, il y a la même description, les mêmes mots employés pour décrire l'endroit. Donc je me demande justement s'il n'y a pas un truc comme quoi Baltkern et Denis Genoa auraient un délire dans la même zone. Ce qui paraît un peu bizarre du coup, mais justement c'est intriguant puisque maintenant on est sur deux temporalités. Donc on est sur Baltkern qui est dans le futur en 2185 et sur Denis Genoa qui est dans le passé en 1932. Ouais, c'est assez intriguant. Et c'est d'autant plus intriguant du côté de Denis Genoa que du coup en 1932 on se dit attends, il tombe sur un espèce de vaisseau alien. Il voit un alien et il est pas plus étonné que ça, je trouve, encore une fois. Alors du coup je sais pas si c'est comme dans la saison 1 pour Baltkern où je trouvais que la découverte d'une vie alien n'était pas si choquante pour eux. Donc je sais pas si c'est à nouveau ce problème-là, entre guillemets, ou si vraiment il y a une logique derrière. En tout cas, Denis Genoa, je trouve ça intéressant d'être dans le passé, de découvrir une vie extraterrestre, un vaisseau. Par contre, il y a des petits trucs où je comprends pas trop. Enfin, où je comprends pas trop. Où je trouve ça étrange comme choix, on va dire. C'est peut-être juste, voilà, c'est peut-être juste un choix arbitraire de l'auteur, mais moi, une chose qui me perturbe, c'est que ça a l'air de vraiment s'ancrer dans notre passé. Donc, ça a l'air de vraiment s'ancrer dans une histoire qui est la nôtre, puisque on nous parle de la Première Guerre mondiale, on nous parle d'une Deuxième Guerre mondiale éventuelle à venir, et de problèmes économiques, etc. Donc tout ça, je trouve, tend à vachement ancrer l'histoire de Denis Genoa dans notre passé, et en même temps, bah voilà, le fait de trouver un vaisseau extraterrestre et un extraterrestre et de pas être plus choqué que ça, je trouve ça bizarre. Et aussi, alors ça c'est peut-être moi qui connais pas assez, mais Denis Genoa, Dennis plus loin Jainoa, ça fait vachement autant Baltkern en 2185 je peux comprendre, autant Denis Genoa, je sais pas si c'est un prénom ou un nom qui je sais pas, je trouve il fait vachement futuriste en fait. Je trouve pas que. Enfin, je sais pas. C'est peut-être moi tout seul qui bug là-dessus, mais j'ai du mal à m'imaginer quelqu'un s'appeler comme ça en 1932. Après, je sais pas, peut-être que c'est possible, hein, je ne connais pas tout, et puis peut-être que c'est juste moi qui tique là-dessus, mais voilà, c'est un petit truc qui m'a marqué. Mais sinon, ouais, vachement intéressant, il y a plein de nouveautés. En vrai, je pense que je vais préférer la saison 2 et 3 dans le sens où je pense que. Alors, je sais pas si ça va être très clair ce que je veux dire. Euh, je pense que ça va être un genre différent de la saison 1. Et je pense que selon mes goûts personnels, je préférerais le genre de la saison 1 que le genre de la saison 2. Mais je pense, enfin, du peu là que j'en ai vu, après là, voilà, la saison 1, je l'ai déjà lu entièrement, là j'ai lu un petit bout. Mais du peu que j'en ai lu, j'ai l'impression que Damien Allemand, donc l'auteur, est plus à l'aise dans ce genre-là que dans le premier. Donc voilà, je dirais que le genre de la saison 1 devrait être a priori un genre qui m'intéresse plus personnellement. Mais je pense que je préférais la saison 2 parce que je sens peut-être l'auteur un peu plus à l'aise dans ce genre. Et du coup, ouais, je le trouve plus efficace dans son écriture là. Je trouve on est vachement plus entraîné, comme je le disais, dans cet esprit un peu action-aventure en fait. Un peu plus action-aventure, alors qu'avant on était vraiment sur quelque chose de calme, sur du journal de bord pur et dur, en description du quotidien.
Et là, ouais, on est peut-être sur quelque chose d'un peu plus action-aventure. Et je pense que ça. Enfin, j'ai l'impression pour le moment que ça va mieux au style de l'auteur. Donc, ouais, je suis assez content du début de cette lecture. Je la trouve assez intrigante et j'ai vachement hâte de voir la suite. Tant mieux d'ailleurs, parce que je vous avoue que après la lecture de la première saison, je me disais, j'espère que la saison 2, ça va pas être juste une suite du même acabit. Non pas que la saison 1 m'ait déplu, au contraire, mais juste, je pense que le ton de la saison 1 sur une durée trop longue aurait pu devenir lassant et du coup répétitif aussi, redondant. Donc là, je suis très content parce que je trouve que ça se renouvelle bien. Et ouais, ça fait plaisir, j'ai hâte de voir un peu ce qui va suivre. J'espère que j'ai pas trop fail ma lecture aussi. Ça, je suis désolé. Déjà, j'ai peut-être moi-même mes torts, hein. Peut-être que moi-même j'ai eu un peu de mal avec la lecture ce soir. Mais aussi, je dois l'avouer, et malheureusement, désolé Damien, mais je suis obligé de le préciser. C'est extrêmement dommage, mais il y a pas mal de fautes. Je suis vraiment désolé, mais il y a pas mal de fautes. Alors, des fautes d'orthographe, il y en a pas tant que ça. Donc, on va dire que les fautes qu'il y a sont des fautes minimes, mais c'est vrai que moi, pour moi, à la lecture, à l'oral, elles sont vachement handicapantes. Peut-être qu'elles seraient un peu moins handicapantes à l'écrit, mais c'est vrai que pour moi, à l'oral, elles sont vachement handicapantes parce qu'il y a vraiment plein de moments où il n'y a pas de virgule pendant très longtemps, alors qu'il devrait vraiment y en avoir une pour donner de l'air tout simplement à la phrase. Et là, par donner de l'air, je veux pas forcément dire donner de l'air au lecteur qui lit cette phrase, mais juste rendre la phrase plus claire en fait. Parce que si tu mets pas de virgule, le cerveau a tendance à lire la phrase d'un bloc et à pas comprendre quel complément se rattache à quel nom, etc., etc. Alors que s'il y a des virgules, ça organise la phrase et ça structure la pensée aussi en mode ah ok bah telle partie de phrase après la virgule se rapporte à telle partie avant la virgule et ainsi de suite. Enfin voilà, je trouve ça très important pour la structuration d'une phrase tout simplement. Euh, Ça entraîne à l'apnée, nous dit Zikael. C'est surtout quoi, c'est vraiment un souci de compréhension. Et du coup, moi, une phrase que je comprends mal, ou que je comprends pas du premier coup, bah c'est très dur d'en faire la lecture à voix haute, parce que du coup, je me trompe sur le sens que la phrase a, et je suis obligé de la relire, quoi. Donc voilà, il y a ce petit bémol que je donnerais, c'est pas mal de virgules qui devraient être ajoutées, je pense. Aussi parfois des phrases qui ne sont pas des phrases. Je sais pas comment expliquer. Ça peut être un style, mais là on sent que c'est pas un style malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a des phrases, tu devrais enlever le point avant la phrase et mettre une virgule justement. Parce qu'il y a des phrases qui se comportent comme des compléments. Sauf que ça devrait être des compléments d'une autre phrase et pas une phrase à part entière. Parce que vraiment, il y a quelques phrases qui ne voulaient rien dire. Et j'étais en mode, bah merde, il est où le verbe? Alors c'est possible, des phrases nominales, ça marche aussi et tout. Mais là, je t'avoue que en lisant, on voit clairement que c'est pas un choix de style. On voit clairement que c'est entre guillemets une erreur avec des gros guillemets. Donc ça, c'est un peu dommage aussi, je trouve. Et sinon, sur les fautes, si je puis dire orthographiques, voilà. Il y avait encore un truc que je voulais dire par rapport à ça. Mince. Ah non, j'ai eu un brain fart. Non, non. Vite, reviens. Ah. Ah, je déteste quand ça m'arrive. En plus, c'est quasi sûr que je vais pas retrouver parce que moi, je suis vraiment un mec. Si j'oublie quelque chose, je l'oublie. Genre, oh, quelle horreur. Ah, si. Chose très chiante aussi. Et pareil, ça, c'est juste de la faute d'inattention, donc c'est un peu dommage. C'est que parfois, toujours, il manque des mots. Il manque des petits mots de ci, de là. Des petits mots de liaison. C'est souvent des petits mots de liaison. Et bah ça pareil pour la compréhension ça peut vachement handicaper quoi. S'il manque même ne serait-ce qu'un de, qu'un a, qu'un le en pleine phrase d'un seul coup t'es en mode attends quoi? Attends, le verbe fait suite directement à ce mot-là, ça n'a aucun sens. Enfin, genre voilà, c'est plein de petits trucs mais vraiment je te conseille entre guillemets. J'aime pas dire je te conseille parce que j'ai l'impression de me poser en mec qui pèse et qui
qui se la pètent entre guillemets, alors que non, c'est des conseils amicaux. Mais je te conseillerais de faire un peu une révision là-dessus, parce que vraiment ça c'est très con, c'est très peu de choses, mais ça permet vachement plus d'entrer dans le truc, de pas en sortir surtout, parce que du coup bah on n'est pas cassé dans la fluidité et dans la compréhension du texte quoi. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je pensais de ces premières parties. Franchement, dans l'ensemble, c'est assez cool. C'est assez cool, c'est assez cool, et je suis assez intrigué, comme je le disais, par la suite. Donc j'ai assez hâte de voir la suite. J'ai vraiment... J'espère sincèrement que Baltkern et Denis Genoa vont être liés à un moment de l'histoire, et qu'on va faire «Ouah, c'est fou!» qu'il va y avoir une liaison venue de nulle part qu'on n'aura pas compris, mais qui sera logique. Ça me plairait beaucoup. Parce que je dois avouer que s'il y a absolument aucun lien, je risque d'être un peu déçu. Bref, on va voir ça. Oui, dernière petite chose dont je voulais vous entretenir avant qu'on ne reprenne la lecture, j'y pense parce que Damien Allemand me l'a dit en privé avant que je n'effectue cette lecture. Si j'ai bien suivi pour la saison 2 et la saison 3, il a été encore plus exigeant avec lui-même, il s'est mis un petit défi entre guillemets, qui était de sortir une publication sur son blog à chaque... comment dire? Attendez, j'essaie de trouver comment le dire. Putain, mais c'est dingue. Je suis désolé les amis, c'est vraiment pas glamour. Mais c'est dingue comment j'arrête pas de me gratter le nez dès que je suis en live. Je sais pas pourquoi, j'ai une allergie dès que je suis en live, il y a un truc, c'est incroyable. Du coup, oui, Damien Allemand, grosso modo, s'est ajouté le petit défi sur son blog pour les saisons 2 et 3 de publier, pas quotidiennement, mais voilà, assez fréquemment, et du coup que chaque enregistrement ou écrit dans son journal de bord soit à la date où il l'a écrit. Je sais pas si j'ai été très clair. Par exemple, là, l'enregistrement qui vient, c'est Baltekern, vendredi 8 avril 2185. Ça veut dire qu'il l'a écrit un 8 avril. Et ensuite, c'est Denis Genoa, lundi 11 avril 1932. Ça veut dire qu'il l'a écrit un 11 avril. Donc voilà, c'est sur des périodes très très courtes. Donc voilà, je pense aussi que dans tous les oublis et dans toutes les inexactitudes orthographiques que j'ai pu pointer auparavant, je pense qu'il y a aussi justement le fait que son blog a été mis à jour très très régulièrement et que du coup il s'est dépêché entre guillemets d'écrire ce texte. Ça peut être en vrai, ça peut être un très bon exercice, je trouve, de se forcer d'avoir un timing comme ça d'écriture, comme ça peut être très mauvais. Je sais pas, il y a les deux. Ça peut être très bénéfique comme très nuisible, je trouve. En tout cas, c'est un bel exercice et c'est sympa de tenter ce genre de choses. Moi, ce que je dirais, c'est limite pour joindre les avantages de cela et faire disparaître les inconvénients de cela. Je dirais peut-être voilà, suivre cette fréquence acharnée pour la créativité, voilà, pour aller plus loin dans son écriture et pour écrire vite. Et après peut-être pour gommer les erreurs, enfin les inconvénients que procure cette manière d'écrire, faire une relecture globale. Moi, un truc que j'aime bien faire, par exemple, c'est une fois que j'ai fini quelque chose, en général, c'est comme ça que je fonctionne. En général, quand je fais quelque chose, c'est ligne droite, j'avance à fond et je fais que ça pendant je ne sais combien de temps jusqu'à avoir terminé parce que je déteste avoir des trucs sur le feu. Donc en général, quand je fais un truc, j'essaie de le faire en entier. Et si je ne l'ai pas fait en entier d'un seul coup, après c'est très difficile pour moi d'y retourner. Donc c'est un peu chiant. Mais voilà, en général, voilà, je fonce de ouf. Et une fois que j'ai foncé, une fois que c'est fini, en général, je regarde plus pendant quelques temps et je reviens dessus quelques temps après pour avoir un œil un peu neuf et me dire ok, ça va, ça va pas. Et là, peut-être éventuellement faire des retours du coup. Des retouches plutôt. Bref, ça me gratte le nez de fou. En vrai, je me demande vraiment si je suis pas allergique à quelque chose, mais je comprendrais pas quoi. Parce que je pense pas être allergique aux viewers, ce serait bizarre quand même. Les viewers, c'est vous qui me rendez allergique.
Bonsoir Dimal, bienvenue sur ce live, comment ça va? Comment ça va Dimal? Dimal, je le répète, qui est donc Damien Allemand, l'auteur de Columbus. Ouais, ça se passe bien pour le moment, Dimal. En tout cas, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me faire des retours dans le chat Twitch ou en rediffusion dans les commentaires YouTube. Je répète d'ailleurs, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à faire des commentaires sur la lecture sur YouTube parce que par rapport à d'habitude, vous pouvez avoir un retour de l'auteur puisque l'auteur est vivant. Yes. Donc ça change un peu de mes lectures habituelles. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des retours, si vous avez des questions. Je pense que Damien Allemand sera apte à y répondre. Oui, plein de commentaires, il nous dit. Bon, bah voilà, je pense qu'il est chaud à avoir des retours. Et du coup, non, dit mal, je n'ai pas encore terminé la lecture, là, on était en pause. Et je vais reprendre d'ailleurs, je m'apprêtais à reprendre. Lâchez-vous. Ok, Dimal, bon bah le message est passé, Dimal est chaud. N'hésitez surtout pas. Mais de toute manière, ça c'est quelque chose, quand on est auteur amateur, entre guillemets, c'est quelque chose de tellement important d'avoir des retours, d'avoir des questionnements, d'avoir peut-être des critiques négatives aussi, mais juste d'avoir un retour, c'est tellement important parce que quand tu fais des choses et que tu te fais chier à faire des choses et à travailler de ouf, et que t'as juste une totale ignorance en face, c'est vraiment insupportable et ça te permet pas d'avancer en fait. Donc vraiment n'hésitez pas à faire des retours, etc. D'ailleurs j'en profite, n'hésitez pas à faire des retours autant sur sa lecture que sur mes lives, enfin sur son œuvre que sur ma lecture en soi. Parce que ouais, c'est ce qui fait aussi avancer les retours. Bref, en effet tu n'as pas tout raté Dimal, on va repartir sans plus attendre pour la suite de la lecture. Bonne écoute Zikael, bonne écoute Dimal, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je relis une petite dizaine de pages comme je le disais tout à l'heure, donc je pense vous revenir encore une fois d'ici 20 à 30 minutes et on mettra fin à ce live. Dernière petite lampée. Ça me gratte le nez, c'est terrible. On est parti. Baltkern, vendredi 8 avril 2185. Quand on pense à l'humour, forcément on se tourne vers ceux qui ont inventé le terme. L'humour british est une grande source d'inspiration. C'est surprenant d'imaginer que c'est cette même nation qui a vu naître le grand dramaturge Shakespeare, qui était loin d'être un rigolo, et porter au sommet de son art le burlesque. Quoique, quand on y réfléchit, on peut trouver de l'humour dans Shakespeare. A horse, my kingdom for a horse. Difficile de nier le burlesque de la situation de ce roi Richard III, ce monarque quelques instants plus tôt, si noble et si fier, piétiné dans la boue, prêt à renoncer à son royaume pour sauver sa peau. J'ai donc entrepris depuis une semaine d'éduquer Hamar avec des épisodes des Monty Python, une troupe d'humoristes britanniques qui a sévi au XXe siècle. Bien qu'oubliés de tous, aujourd'hui, ils sont à mon avis une référence en matière d'humour, qui devrait être enseignée dans toutes les bonnes écoles de théâtre pour les siècles à venir. Et bien contre toute attente, je pense avoir réussi à obtenir ce qui pourrait s'apparenter à un rire de la part d'Hamar, quand je lui ai fait découvrir le ministère des marches stupides. Un de mes sketchs préférés, il faut bien le dire. Depuis, elle prend un malin plaisir à me surprendre en faisant évoluer ses drones de façon stupide dans le Columbus, les faisant voler à l'envers, en marche arrière, ou les cognant accidentellement contre les parois. Elle va finir par me les casser, et ça va me coûter des travaux de réparation. Bon, je vais aller à ma séance de natation quotidienne, avant qu'il ne lui vienne l'idée stupide de me renverser un seau d'eau sur la tête. Dennis Genoa, lundi 11 avril 1932. Nous avons atteint le village relais il y a 3 jours. Nous n'y sommes restés que quelques heures, le temps de transférer nos affaires sur le dos des mules qui nous attendaient. Depuis, nous cheminons sur des pistes de terre soulevant des nuages de poussière. C'est là qu'on voit à quel point cette forêt est fragile. La végétation y est si superficielle que, lorsqu'on la coupe, il ne reste plus qu'une terre aride et stérile. Ça reste plus supportable que la boue que nous avons eue la dernière fois qu'on est passé par là. Le temps est resté sec, mais vu ce qu'il se prépare à l'horizon, ça ne va pas durer. Encore 2 jours de marche, et on devrait atteindre le bout de la piste, un village abandonné qui nous servira de campement pour y laisser nos montures. Ensuite, il nous faudra continuer à pied. Ce soir, on se réchauffe au coin du feu. En ce début de printemps, le temps est encore frais.
Nos guides indigènes nous ont chassés et préparé un reptile que je ne connaissais pas auparavant. Ils en ont fait un ragoût avec des fruits et des racines. La viande, plutôt grasse, fond dans la bouche et le sucré salé du ragoût, un peu épicé, nous redonne de la force. En effet, on avance à un rythme soutenu, de crainte que notre cible ne soit partie avant qu'on arrive. Mais avec un tel souper et une bonne nuit de sommeil, on devrait avoir une belle journée de marche demain, si le temps ne nous est pas trop défavorable. Baltkern, jeudi 14 avril 2185. Le temps s'est à nouveau dégradé. Ne te découvre pas d'un fil, dit le dicton. J'ai voulu nager un peu, malgré la pluie, mais j'aurais mieux fait d'écouter nos dictons populaires, car me voilà enrhumé depuis 2 jours. En temps normal, ça ne m'inquiéterait pas outre mesure, mais considérant que ces microbes extraterrestres sont totalement étrangers à mon organisme, je ne suis pas très rassuré quant à la tournure que cela pourrait prendre. Par chance, les compétences médicales d'Amar ne se résument pas qu'à la psychologie. Elle a analysé mon sang et ses bactéries pathogènes et m'a aidé à mettre au point un remède. Si hier j'ai passé la journée couché avec plus de 39 degrés de fièvre, aujourd'hui je retrouvais un semblant d'appétit et arrive à me tenir debout. J'ai bon espoir de récupérer rapidement. Je vais faire quelques travaux de routine dans mon jardin, qui ont pris du retard, et me recoucher avec un bon grog, comme me l'avait appris ma grand-mère. Le rhum en moins, n'en ayant pas dans mes stocks. À moins que je ne trouve comment en fabriquer. Après tout, ça n'est que du sirop de sucre fermenté qu'on distille. Je dois avoir tous les ingrédients nécessaires. Denis Genoa, dimanche 17 avril 1932. On a abandonné nos montures au village de Pussac, il y a 4 jours. Depuis, la progression est difficile dans la jungle, car le mauvais temps rend le sol boueux. Quand on ne risque pas de glisser dans un ravin, on s'enlise dans une flaque de boue plus profonde. Nos bottes collent dans la boue visqueuse comme dans de la glu. Toutefois, la piste précédemment tracée reste encore visible, malgré la végétation qui s'est mise en travers, arrachée par le mauvais temps. Bref, on est presque arrivé. Si tout va bien, demain soir on campera dans les sous-bois en vue de la structure. On revoit nos plans et notre matériel pour être prêt à intervenir au plus vite. Baltkern, mardi 19 avril 2185. Me voilà parfaitement remis de mes mésaventures exobactériologiques. À propos d'exobiologie, je suis un peu sorti hier, pour reprendre mes observations de la vie sur cette planète. Non pas que j'envisage de devenir le Darwin du XXIe siècle, mais le travail intellectuel me permet d'entretenir l'esprit comme la natation m'entretient le corps. J'ai toujours en tête le claquage psychologique au début de mon voyage. L'homme n'est pas fait pour être seul. L'homme est un animal social. Vivre ainsi seul à des années-lumière de l'humanité la plus proche est un défi, autant que de survivre dans un milieu hostile. Bref, revenons-en à mes études exobiologiques, bien que je trouve cette expression un peu prétentieuse. Avec les pluies récentes, pour une certaine espèce d'arbre, la plupart des fleurs sont tombées et ont été emportées par le courant. Par analogie avec ce que je connais de la biologie terrestre, je me suis dit que ces arbres auraient bien du mal à se reproduire. Toutefois, en suivant la rivière vers l'aval, j'ai découvert qu'elle s'était accumulée sur les plages, là où le cours d'eau ralentissait pour former un petit étang. Là, de petits animaux, qu'on pourrait assimiler à des insectes terrestres, mais qui, si on les observait de plus près, sont sûrement très différents, s'emparent de ces fleurs, pour les ramener un peu à l'intérieur des terres, pour vraisemblablement en consommer une partie. Ayant retrouvé à cet endroit les restes desséchés des fleurs des années précédentes, j'ai pu observer que, de celles-ci, de nouveaux petits arbustes avaient commencé à naître. Il semblerait que des animaux volants, l'équivalent de nos oiseaux, sont aussi friands de ces fleurs et les emmènent plus loin. J'imagine que s'il n'avait pas plu, ces fleurs, à moins que ça ne soit en réalité des fruits à l'aspect floral, ne se seraient peut-être pas propagées. Ma petite séance d'écriture matinale, presque bi-hebdomadaire, étant terminée, je m'en vais profiter de ma santé retrouvée et du beau soleil pour aller faire un petit tour d'étang. Et puis Amar me signale avoir détecté au radar un regroupement d'animaux inhabituels dans la forêt. J'y jetterai un œil après ma séance de natation. Peut-être une nouvelle grande découverte exobiologique. Denis Genoa, vendredi 22 avril 1932. La capture s'est déroulée à la perfection. C'était presque plus facile qu'on ne l'imaginait. Le piège chimique l'a endormi en quelques secondes à peine. Je craignais que le dosage ne soit trop fort et le tue, ou trop faible, et qu'il trouve la force de s'enfuir. Mais nos estimations étaient parfaites. Il est plongé depuis 3 jours dans un sommeil profond, quasiment en permanence. De temps en temps, on le sort partiellement du sommeil pour l'alimenter et le maintenir en vie. Le reste du temps, on fonce à travers la forêt autant qu'on peut,
De jour comme de nuit, dormant très peu. Il s'agit de le sécuriser dans les cavernes le plus rapidement possible. Apparemment, sa disparition n'a encore déclenché aucune alerte. Ou du moins, nous ne sommes poursuivis par aucun autre individu. Si on continue à ce rythme, droit vers les cavernes, on descendra par les falaises en rappel et on sera à l'abri en milieu de semaine prochaine. Amar, lundi 25 avril 2185. Mise à jour du journal de bord par l'unité d'intelligence artificielle Amar. Absence non planifiée du pilote du Columbus Balt Kern depuis le 19 avril 2185. Comme observé via le système de visualisation surfacique extérieur, il a été capturé par un groupe d'une vingtaine d'animaux indigènes. Sa progression est suivie par 2 drones. Concernant les données de bord, aucun dysfonctionnement nécessitant une intervention humaine n'est à signaler. Aucun appareil n'est détecté dans la zone observable du ciel. Aucun signe du retour du courrier envoyé il y a 39 jours. Balt Kern, jeudi 28 avril 2185. Je me suis réveillé hier soir, couché à même le sol dans ce qui semble être une caverne. Ce matin, j'ai un peu de lumière. Il doit y avoir une ouverture dans le plafond de la caverne pas très loin d'ici. Je suis attaché à un gros rocher et ne peux pas trop m'approcher de l'origine de cette lumière, mais suffisamment pour écrire ces quelques lignes sur mon carnet de dessin qui était glissé dans ma poche. Je vais essayer de raconter ce qu'il s'est passé autant que j'arrive à m'en rappeler, mais ma mémoire est très floue. J'ai dû être drogué. C'était mardi 19 avril. Je suis sorti pour aller nager comme je le fais presque tous les matins. J'allais me déshabiller, mais mon attention a été attirée par des mouvements importants dans la forêt. Amar m'avait parlé d'un rassemblement d'animaux, alors j'ai voulu y jeter un œil. J'étais à quelques mètres de la lisière quand un objet noir surgit, sans que je puisse réaliser d'où, et me frappa au visage. Je fus sonné pendant quelques secondes, et quand j'essayais de rouvrir les yeux, ma vue étant troublée par une multitude de petits points noirs qui se déplaçaient dans tous les sens, et devenant de plus en plus nombreux, ils remplirent bientôt tout mon champ de vision. Plongé dans le noir complet, je me suis senti partir, flotter comme en apesanteur, puis plus rien. Peut-être de vagues souvenirs d'une bouillie épaisse qu'on introduisait dans ma bouche, mais c'est à peu près tout, jusqu'à hier soir, où je me suis réveillé par terre. Ce matin, un de mes ravisseurs est venu m'apporter à manger. J'ai reconnu l'espèce indigène qui avait été victime de l'invasion extraterrestre. Il n'est pas resté longtemps. Il semble avoir très peur de moi. Je vais me reposer car la drogue avec laquelle ils m'ont infecté me donne un affreux mal de crâne. Dennis Genoa, samedi 30 avril 1932. L'individu s'est réveillé il y a 2 jours. Il a l'air en bonne santé. Il mange la nourriture qu'on lui donne, ce qui est plutôt bon signe. En ce qui me concerne, j'ai mis 2 jours à récupérer de ce périple dans la jungle. On a établi un campement à la sortie des cavernes et les hamacs ont été une bénédiction. Maintenant, le plan c'est d'attendre. Surveiller les environs et attendre que les envahisseurs se manifestent ou que les autorités viennent prendre le relais pour garder l'individu dans de meilleures conditions. Balt Kern, lundi 2 mai 2185. En mai, fais ce qu'il te plaît. J'aimerais bien, s'il n'y avait pas cette corde attachée autour du cou. J'ai bien essayé de la détacher, mais je ne comprends pas comment elle est nouée. C'est comme si c'était une liane qui avait poussé autour de mon cou. Je ne vois aucune liaison, et je n'ai rien sur moi pour la couper. Je crois qu'ils essaient de communiquer, car, quand ils viennent, ils restent quelques instants et s'agitent en faisant des sons bizarres. Ça fait des sons aigus, des hi qui s'alternent avec des clic-tic. Souvent leurs sons se terminent par des sons plus adoucis, une sorte de Du coup, j'ai décidé de les appeler des kiknas. La nourriture qu'ils m'amènent est essentiellement constituée d'une espèce de pâte, plus ou moins épaisse selon les jours. C'est vraiment insipide, mais apparemment, c'est comestible, puisque je me nourris de ça depuis plusieurs jours. Parfois, ils complètent ça avec des fleurs ou des fruits, plus sucrés et plus parfumés. Ces suppléments améliorent bien le quotidien. Dennis Genoa, mercredi 4 mai 1932. Cela fait plusieurs jours qu'on essaie de communiquer avec l'individu, sans succès. Je me demande s'il a un lien avec ceux qui nous ont attaqués. Certes, il est de taille équivalente. Comme eux, il a 4 membres et se tient sur ses membres inférieurs. Mais les autres se déplaçaient toujours en groupe, avec des combinaisons intégrales, alors que lui est seul, avec quelques vêtements et la tête nue. Et puis, ainsi attaché, il semble si inoffensif. Rien à voir avec la violence de nos agresseurs. Vient-il lui aussi du ciel? Est-il vraiment un extraterrestre?
Si seulement on pouvait d'une manière ou d'une autre communiquer, on pourrait engager les négociations. Mais les seuls sons qu'il émet sont de sombres grognements insensés. C'est à se demander s'il a un langage évolué. Des fois, je doute que ce fût une bonne idée de l'avoir capturé. Une intuition me dit que ça va nous attirer plus d'embêtements. Certains nous disent avoir vu des machines volantes rôder dans le coin, mais j'en doute. Il me paraît difficile de passer inaperçu. On surveille tout en permanence. De nombreux villageois sont venus nous donner un coup de main. Il est bien gardé. Nous attendons avec impatience les autorités gouvernementales. Elles devraient nous assurer une meilleure sécurité. Hamar, samedi 7 mai 2185. Mise à jour des données de bord. Aucun signe du courrier à ce jour. Aucun signe non plus d'aucun appareil volant dans les environs. Le pilote du Columbus est toujours manquant. Des travaux d'entretien dans l'unité auto-alimentaire 24 sont nécessaires. Une solution automatisée est à l'étude. 2 drones surveillent en permanence le pilote du Columbus. Les créatures qui l'ont enlevé sont à l'étude. Un premier niveau d'étude structurelle de leur langage a été atteint. Utilisant la méthode mise au point dans l'interprétation du langage PUS, démarre aujourd'hui le développement de la compréhension contextuelle. Balt Kern, lundi 9 mai 2185. J'ai cru apercevoir hier un drone d'Hamar, dissimulé dans l'ombre de la grotte. Je me demande si j'ai des hallucinations. Peut-être que leur nourriture provoque chez moi des troubles psychiques. Depuis, je scrute les ombres, je crois y voir tout et n'importe quoi. Je ne peux m'empêcher d'imaginer dans ces formes sombres des choses diverses et parfois terribles. Des monstres, des fantômes. J'ai dans ma poche une photo de Delilah. Je la regarde tellement que je crois la voir partout. Quand je pense que mes lointains ancêtres vivaient dans des cavernes, je comprends que l'homme ait développé une telle attirance pour le religieux et le mystique. J'imagine qu'en y réfléchissant bien, on doit trouver dans les ombres de ces cavernes une origine à tous nos mythes. Les fantômes de nos ancêtres, les puissants démons de nos légendes. C'est sûrement dans l'ombre d'une de nos cavernes terrestres que Dieu s'est pour la première fois révélé à un homo sapiens. Si seulement il pouvait m'envoyer un petit miracle et me sortir de là. Hamar, mercredi 11 mai 2185. Mise à jour des données de bord. Le pilote du Columbus est toujours manquant. Des solutions temporaires d'entretien des unités alimentaires ont été trouvées et devraient suffire si le pilote ne tarde pas trop à revenir. Les drones utilisés pour sa surveillance sont placés dans des zones d'ombre maximale afin d'éviter d'être repérés. Toute tentative de communication avec lui est pour l'instant exclue, afin de minimiser les risques de détection des drones. Il semble en forme. Les scanners indiquent un état de santé satisfaisant, bien qu'il semblerait manquer de certains nutriments. Une étude plus précise serait nécessaire pour confirmer, mais il ne semble pas y avoir de caractère urgent pour l'instant. Grâce à l'observation d'un village indigène avec d'autres drones, le programme d'interprétation de leur langage s'est grandement accéléré. Des progrès significatifs ont été atteints dans la compréhension. Il est désormais possible de comprendre et de traduire des conversations simples de la vie courante. Une compréhension de type courante, voire bilingue, devrait être atteinte dans les 36 heures. Un objet volant est apparu sur les radars du Columbus. Il est en orbite stratosphérique stationnaire approximativement à la verticale des cavernes, où le pilote du Columbus est retenu prisonnier. Il fait environ une douzaine de mètres d'envergure, trop gros pour être le courrier du Columbus, beaucoup plus petit que les appareils qui se sont posés sur la planète il y a quelques semaines. Il n'émet aucun des signaux d'identification répertoriés dans l'ordinateur de bord du Columbus. Ce n'est probablement pas un appareil humain. Par mesure de sécurité, afin de ne pas être repéré, l'activité électrique du Columbus a été réduite au minimum vital. Les communications avec les drones ont été réduites à des émissions flash à des horaires précis, en dehors desquels les drones coupent leur module d'émission et réception et agissent en autonomie, utilisant leur propre IA. Hamar, vendredi 13 mai 2185. Mise à jour des données de bord. Le pilote du Columbus est toujours manquant. L'appareil repéré en orbite il y a 51 heures s'est posé il y a 1 heure, dans une clairière qui se trouve à la verticale des falaises où se trouve l'entrée des cavernes où est retenu prisonnier le pilote du Columbus. Un drone l'a observé. Sa structure extérieure ne s'apparente en rien à la structure des appareils envahisseurs ayant attaqué la ville indigène. Il ressemble à un appareil de technologie PUS. Des inscriptions à sa surface confirment cette hypothèse. De petite taille, environ une dizaine de mètres d'envergure, il ne devrait contenir qu'un seul pilote et devrait avoir une autonomie limitée, par opposition au Columbus d'autonomie infinie. Aucun pilote n'est sorti, mais des drones ont été envoyés vers la caverne. Il est possible que l'appareil ne contienne aucun pilote et soit entièrement automatisé ou piloté à distance.
un des drones a été programmé pour tenter une communication avec l'appareil afin de clarifier ses intentions. Denis Genoa, samedi 14 mai 1932. Des indigènes ont rapporté qu'un objet volant s'est posé au sommet des falaises. Un vent de panique s'est emparé du campement, et les autorités qui n'arrivent toujours pas pour nous donner un coup de main. Les défenses se sont réorganisées et renforcées avec les faibles moyens à notre disposition. Toutefois, elles semblent bien dérisoires devant des individus ayant une technologie capable de les faire voyager dans l'espace. En admettant qu'ils viennent bien d'une autre planète et que ce n'est pas une nouvelle technologie des blocs de l'Est. La nuit qui s'approche va être longue. Baltkern, dimanche 15 mai 2185. Il se passe quelque chose de bizarre. Les Kiiknas, comme je les appelle, semblent affolés depuis hier. Ils ont renforcé la surveillance. Ils sont une dizaine autour de moi en permanence. Ils n'ont pas dormi de la nuit. Il y a quelques minutes, une oreillette est tombée à côté de moi. En levant les yeux, j'ai à peine eu le temps de reconnaître un des drones d'Amar disparaître dans les ombres de la paroi rocheuse. L'oreillette contenait un message enregistré d'Amar qui disait « Tiens-toi prêt, dans 11h57 on vient te chercher ». L'oreillette contient aussi une application de traduction de ce que disent les Kiiknas, mais ça ne m'apprend pas grand-chose. Ils se donnent des consignes, des ordres pour surveiller la caverne. Ils doivent avoir détecté que quelque chose se prépare. Tout ça ne me dit rien qui vaille. J'ai du mal à imaginer Amar, une IA conçue pour le support médical et psychologique, capable de concevoir un plan d'évasion. Avec quels moyens? Aurait-elle trop regardé de films en mon absence que ça lui en aurait donné des idées d'héroïsme technologique? J'aurais aimé communiquer avec elle pour la dissuader d'entreprendre quoi que ce soit, mais la profondeur de cette caverne semble empêcher la communication de passer. Et puis, qui est ce on? Aurait-elle eu l'idée saugrenue de s'allier avec des indigènes ou des extraterrestres? Des humains qui m'auraient retrouvé? Je n'ai envoyé aucun message à l'humanité, ni à personne d'autre d'ailleurs, révélant ma position. Comment m'aurait-il retrouvé sur une planète à l'autre bout de la galaxie? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Amar les aurait contactés? Probablement pas. Je n'ai été enlevé que depuis moins de 3 semaines. Un courrier express envoyé vers la colonie la plus proche n'aurait même pas fait le quart du voyage. Bref, je suis très inquiet de la tournure que semble prendre cette histoire. J'aurais préféré qu'Amar reste en dehors de tout ça, car je crains que ça ne la mette, elle et le Columbus, en danger. Si je m'en sors, j'aurai besoin du Columbus pour fuir. Denis Genoa, mardi 17 mai 1932. Tout s'est passé si vite. On réalise seulement maintenant. Il semblerait qu'un individu soit venu dans le campement et endormi tout le monde avec une sorte de gaz. Neutralisant nos défenses avec une facilité déconcertante, il a progressé dans le dédale des cavernes comme s'il connaissait les lieux mieux que nous, a libéré notre prisonnier et est reparti avec lui sans trop qu'on sache d'où il était venu. Tout s'est passé si vite qu'on n'est pas trop sûr de ce qu'il s'est vraiment passé. Personne n'est d'accord sur l'aspect physique de l'individu. Certains disent qu'il avait 4 membres comme notre prisonnier. D'autres parlent d'un 5e membre postérieur. Certains le disent de taille moyenne, à peine plus grand que nous. D'autres le décrivent long et se déplaçant à ras du sol comme un lézard ou un serpent. Ce sur quoi tous sont d'accord est son extrême rapidité. En cela, il ne ressemblait en rien au précédent envahisseur qui avait une démarche plutôt lourdaude. Il était vif, précis et efficace, alors que les autres s'imposaient plutôt par une force inébranlable. Le résultat est qu'on se retrouve au point de départ, voire pire. On n'a plus notre monnaie d'échange. On leur a donné des raisons de nous en vouloir en retenant un des leurs prisonniers. On leur a confirmé notre extrême infériorité par rapport à leur technologie ou leur capacité. Curieusement, ils auraient eu des raisons de nous en vouloir et nous causer du tort, et pourtant, l'individu qui nous a attaqués a vraisemblablement veillé à ne nous faire aucun mal. En effet, en dehors du fait que les gaz ou je ne sais quelle substance employée nous a endormis pendant plus de 20 heures, personne n'a eu la moindre blessure à l'exception de quelques égratignures faites en tombant. Aujourd'hui, 2 jours après, tout le monde est à nouveau... Aujourd'hui, 2 jours après, tout le monde est à nouveau sur pied, comme s'il ne s'était rien passé. Quand je dis aucune blessure, j'en nommais une. Une énorme blessure dans notre amour-propre. Un sentiment de dépression et d'une extrême faiblesse s'est répandu chez tout le monde. C'est le désespoir qui nous envahit. On ne sait plus quoi faire. Certains parlent de contre-attaquer sans attendre, mais avec quelles armes? D'autres recommandent de fuir le plus loin possible, mais s'ils viennent de l'espace, comment pourrait-on fuir notre propre planète? On retourne demain matin au village. On dit que les agents du gouvernement y sont arrivés. On y verra peut-être plus clair avec eux.
Balt Cairn, jeudi 19 mai 2185. Il s'est passé tellement de choses depuis l'attaque de la caverne que je n'ai pas eu le temps de mettre mon journal à jour. Je viens de terminer de rentrer les notes que j'avais prises sur mon carnet et finir les bricolages nécessaires, surtout au niveau du jardin, dû à une trop longue absence non planifiée. Revenons maintenant aux événements de la caverne. Tout s'est passé si vite que j'avais à peine eu le temps de comprendre qu'il se passait quelque chose, qu'un individu en costume spatial se précipitait sur moi, coupait mes liens et m'entraînait derrière lui au pas de course dans le dédale des cavernes, plongé dans le noir. Je distinguais à peine, par-ci ou par-là, la rougeur des torches accrochées au mur en train de s'éteindre. L'individu avait dû les éteindre lors de son passage à l'est et était allé si vite qu'au retour elle rougeoyait encore un peu. Je butais à plusieurs reprises sur des objets au sol, des rochers, des quilles ignaces. Je ne voyais rien du tout, mais mon guide semblait être équipé d'une technologie de vision nocturne. Sortant des cavernes, il s'accrocha à moi et, déclenchant un petit propulseur dorsal, m'emmena dans les airs avec lui jusqu'au sommet des falaises où l'attendait son appareil. C'est pendant ce vol que je m'aperçus qu'il avait une queue et compris que j'avais probablement affaire à un pouce. Sans donner aucune explication, il décolla et m'emmena au Columbus qu'on atteignit quelques minutes plus tard. Se plaçant derrière lui, face à la porte de la soute, il prononça à la radio cette phrase à l'intention d'Amar, qui manqua de peu de provoquer chez moi une crise cardiaque. « Amar, ouvre, ramène Balt !» Je connaissais cette voix, mais ce n'était pas possible. Bien sûr, mademoiselle, Amar aussi l'avait reconnu, sans hésitation. Je commençais à me dire qu'il ne s'agissait que d'un rêve. Leur nourriture me donnait des hallucinations et j'étais en train de faire un mauvais rêve au fond de ma grotte. Je devais avoir de la fièvre. Effectivement, je ne me sentais pas bien. L'appareil se posa dans la soute du Columbus. La porte s'ouvrit. Je sortis, chancelant, m'éloignant de ce terrible fantôme. J'avais du mal à respirer. Je me tenais à une caisse. Elle se retourna vers moi et enleva son casque. Namgoo. Elle se tenait là, debout, devant moi, bien vivante, et j'entendis cette phrase dans le traducteur encore dans mon oreille. « Eh bien quoi? Chez vous aussi les chats en 9 vies, non ?» Puis elle se jeta à mon cou pour m'embrasser. Je tombai et perdis connaissance. Quand je me réveillai plusieurs heures plus tard, j'étais dans ma couchette et elle dormait, roulée en boule, blottie contre moi. L'écran de ma cabine, qui était en mode hublot, m'indiquait que dehors il faisait déjà jour. Je l'observais un moment, réalisant enfin que ce n'était ni un fantôme ni un rêve et qu'elle était bien là, vivante. Je la caressai doucement. Elle se mit à ronronner dans ses rêves, puis elle ouvrit les yeux, me regarda et me sourit. Nous passâmes les jours suivants à discuter, à nous raconter ce qui nous était arrivé depuis notre séparation. Elle m'expliqua que les poux avaient une glande qui, s'ils se préparaient bien à mourir, pouvait les ramener à la vie plusieurs jours après leur mort, le temps que leur corps répare ce qui avait causé leur décès. C'était très efficace contre certaines infections bactériennes qui mouraient avec le corps, laissant ainsi un corps sain revenir à la vie. La glande pouvait fonctionner généralement 9 fois, mais si elle n'était pas utilisée pendant plus de 30 ou 40 ans, il se pouvait qu'elle se détériore et cesse de fonctionner. C'est pourquoi il était important de la stimuler en provoquant la mort toutes les 30 ans, si aucune mort naturelle n'était intervenue depuis. Pour Namgoo, qui avait moins de 30 ans, c'était sa première mort, et c'était une toute nouvelle expérience très excitante. Elle ne pouvait pas me raconter comment c'était de l'autre côté, car il n'existait pas de mots pour traduire cela dans ma langue. Mais elle me raconta que, une fois morte, la première chose qu'elle a faite a été de rechercher ses amis du vaisseau, et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne les a pas trouvés. Ils étaient donc encore vivants, quelque part. Puis elle a cherché Delilah, et l'a retrouvée. Elle lui a laissé un message pour moi. Elle est heureuse que je sois parti à sa recherche, et qu'elle me retrouvera au bout du chemin sur l'étoile la plus loin. Mais elle n'est pas trop sûre de ce que ça veut dire. Des fois, les morts parlent bizarrement. Et puis, même si la barrière de la langue est affranchie dans l'autre monde, il reste une barrière de la logique de la pensée qui n'est pas évidente à franchir. Revenue à la vie, une autre pierre avait poussé sur son front. Elle n'eut aucun mal à me retrouver grâce à la pierre que je porte autour du cou et qui me lie à elle d'un lien invisible. Elle n'a également eu aucun mal à repérer le Columbus mal camouflé selon elle. On a ainsi continué à discuter des heures durant, oubliant les heures de repas et les corvées d'entretien du Columbus qu'Amar dut me rappeler de faire à plusieurs reprises. Ne pouvant partir tout de suite, car on attend le retour de mon courrier, Namgoo va m'aider à mieux camoufler le Columbus. Et je vais m'arrêter là pour la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro de ce live, chers amis. Et du coup, bonsoir Industrias et Zicto, bienvenue à tous les deux.
En vrai, ça fait tellement plaisir de voir les badges d'abonnement d'Industrias, de ZKL, et de voir mes emotes dans le chat. C'est con, mais ça fait plaisir. Je suis vraiment désolé. J'ai pas arrêté de me gratter le nez de la soirée à un point incroyable, encore plus que d'habitude. Mais là, je sais pas, je dois vraiment être allergique à quelque chose, c'est insupportable. Ça me gratte de fou. Bref, sinon, concernant la lecture du soir, c'est vachement bien fait. C'est vachement bien fait, c'est vachement bien écrit. Encore une fois, je redis ce que je disais pendant la pause. On a vraiment changé de ton, changé de genre. Et je trouve que Dimal, qui est l'auteur qui est dans le chat, je le rappelle, je trouve que Dimal, tu es beaucoup plus à l'aise dans ce genre, dans ce ton, que dans le ton de la saison 1. La saison 1, c'était peut-être un peu plus introspectif, un rythme assez lent, et du coup, oui, voilà, du journal de bord, etc. Là, il y a un peu plus un côté action-aventure, comme je le disais dans la pause, et je trouve que tu es plus à l'aise, en tout cas j'ai l'impression, de te trouver plus à l'aise dans cet exercice. Du coup, Industrias, qui se réabonne un nouveau mois sur la chaîne. Merci beaucoup Industrias, c'est très gentil de ta part. Je sais pas pourquoi l'annonce a full bugué, mais sinon on voit bien en bas Industrias, resub x2. Yes, merci Industrias, ça fait plaisir. Donc oui voilà, je te trouve plus à l'aise là-dedans, Dimal, et je l'avais pressenti rapidement lors de la première partie, mais en fait ce qui était bien c'est qu'il y avait des... En fait t'as bien joué ton coup, enfin voilà, tu verras à la rediffusion ce que j'ai dit dans la pause, mais j'avais pressenti que les histoires seraient intriquées l'une à l'autre de cette manière. Et au final, je m'étais dit, bah non, ça va pas être ça. Vu que. Je m'étais dit, ouais, non, ça va pas être ça, vu que Denis Genoa parle de la Première Guerre mondiale et tout. Je m'étais dit, c'est trop ancré dans notre passé. Et du coup, je m'étais dit, ouais, non, Denis Genoa, ça sera pas lui. Enfin voilà. Je m'étais dit que ça serait pas comme ça. Et au final, c'était bien ce que je pensais, Denis Genoa. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Je sais pas si vous avez tous compris la chose de cette manière, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Denis Genoa est un alien, est un extraterrestre, et en gros, en ce moment, l'action qu'on décrit depuis le début du texte, c'est une action qui se déroule justement entre Denis Genoa et Baltkern. Sauf que du coup, Denis Genoa, il est dans un autre calendrier, vu qu'il est d'une autre espèce. Donc voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je le comprends, il est d'un autre calendrier puisqu'il est extraterrestre, il n'est pas sur le même calendrier que nous, il n'est pas sur la même timeline que nous, mais en fait c'est le même moment qui est décrit entre les journaux de bord, c'est bizarre de dire les journaux de bord, les journaux de bord de Denis Genoa et de Baltkern, et ça j'ai trouvé ça très bien intriqué l'un dans l'autre. Comme je le disais, j'avais eu ce pressentiment en première partie, mais j'en ai pas parlé à la pause parce que je me suis dit, ouais non, il y a des indices comme quoi Denis Genoa, il aurait vu la Première Guerre mondiale et tout, donc ça doit pas être ça. Et au final, ça a été des bonnes fausses pistes. Elles ont bien camouflé la supercherie. Donc voilà, ça je trouve ça très bien joué comme mécanique d'Imal. Je trouve ça très intéressant, d'autant que c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Moi-même, je le ferais En fait, je trouve que ça ressemble beaucoup au piège que j'aime dresser à mes joueurs quand je suis maître du jeu d'un jeu de rôle. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je m'étais un peu fait cette réflexion que ta manière d'écrire ressemble beaucoup à la manière de construire une histoire en tant que maître du jeu de rôle. C'est-à-dire quelque chose de très direct, très entraînant, avec des indices un peu mystérieux et non expliqués qui laissent au lecteur se dire attends, ou au joueur dans un jeu de rôle, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Genre, on sent qu'il y a une couille, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais on a un peu du mal à présager de quoi. Et quand c'est réussi, quand la surprise, quand
la révélation est réussie, ça fait vraiment, vraiment quelque chose de dingue. Et là, je trouve que c'est très réussi. Je trouve que tu as très bien intriqué tes deux textes. Enfin, tes deux textes, ouais, si. Tes deux récits, en quelque sorte. Celui de Baltkern et de Dennis. Donc ça, franchement, chapeau. J'ai trouvé ça vraiment bien. C'est, je pense, ce que j'ai préféré pour le moment dans l'histoire, en vrai. Je trouve que c'était élégant et bien réalisé. Après le retour de Namgoo, j'avoue que moi personnellement il me rend pas dingue de ouf parce que Namgoo c'est pas un personnage que j'ai spécialement pris en affection. Même si je trouve ça cool du coup d'explorer un peu plus les rites et coutumes de sa race, ça je trouve ça très très cool. D'ailleurs c'est ce que je trouve cool aussi avec Dennis Genoa. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien ce personnage. C'est que là on est en train de découvrir de l'intérieur une autre race extraterrestre, ce qui est aussi très intéressant, et voir en quoi ils sont différents et aussi très similaires à l'humain. Donc ça je trouve ça assez intéressant, toutes ces mécaniques. Dit mal, j'ai été démasqué, j'étais maître de jeux de rôle et scénariste de jeux de rôle avant. Ça se sent, ça se sent de ouf. Mais pour moi c'est pas du tout un point négatif, au contraire, pour moi c'est plutôt un compliment. J'ai écrit beaucoup de scénarios de jeux de rôle, j'ai inventé beaucoup d'univers de jeux de rôle, notamment avec l'ami Mirani, et je trouve que c'est un excellent exercice, et parce que du coup tu dois vachement travailler sur la structure et sur comment surprendre tes joueurs, et que ça ait l'air quand même cohérent. Donc je trouve que c'est vraiment un très bon exercice, et en plus ça a le double avantage de pouvoir comment dire, en fait structurellement ça te force à penser un univers de manière très approfondie. Du coup tu peux aller très très loin dans l'imaginaire, très très loin dans l'imagination, et développer la manière dont va fonctionner ton univers, la faune, la flore, enfin voilà, l'économie, la politique, la religion, je dis n'importe quoi. Et ça c'est vachement... Enfin ça se sent qu'il y a ce souci du détail sur pas mal de choses. Donc c'est vraiment cool. Et justement, j'aurais tendance à dire que c'est aussi pour ça que pour le moment, je pense que je vais préférer la saison 2. Et je pense que tu es plus doué dans cet exercice d'écriture et dans le ton et le genre que tu as emprunté pour la saison 2. Parce que pareil, je trouve qu'il y a beaucoup moins cette impression d'incohérence, et je trouve que tu vas beaucoup plus dans les détails importants. Je trouve que là, les remarques que je faisais sur la saison 1, on survole le sujet, ça va trop vite, c'est pas assez détaillé, c'est pas assez approfondi, là je trouve qu'on a plus de soucis, et je trouve que là c'est très très bien rendu. Très très bien rendu, je trouve que c'est très efficace. En plus, quasiment, encore une fois, ça va dans ce sens, mais quasiment tous les journaux de bord, enfin toutes les parties, toutes les parties, on va dire, sont plus longues que la saison 1. Donc ça va aussi dans ce sens-là, forcément. Vu qu'on s'appesantit un peu davantage, je trouve ça bien mieux personnellement. Je trouve ça mieux construit en fait. Mieux construit tout simplement. Il y a aussi la petite originalité de faire intervenir Amar dans les parties, donc d'avoir des parties spéciales Amar. Ça je trouve ça assez drôle aussi. C'est un petit truc mais c'est marrant. C'est un petit ajout mais c'est marrant. Je sais pas si je le dis parce que ça peut être un spoil. En fait je sais pas si c'est un spoil ou si ça ne va juste pas avoir lieu, mais au cas où vous voulez pas vous faire spoil, bouchez-vous les oreilles. Mais je me dis, est-ce que c'est possible? En tout cas, moi je l'aurais fait, j'aurais trouvé ça vraiment trop drôle. Est-ce que c'est possible qu'à un moment, il y ait une partie d'Amar, du coup, et que Amar fasse de l'humour de ouf et fasse une blague à la Monty Python, justement. J'adore les Monty Python, moi aussi. Et je sais pas, moi j'ai cru que ça allait arriver. J'ai cru que ça allait arriver, alors peut-être que ça arrivera dans le futur. J'espère pas spoiler le délire. Mais je sais que moi c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux entre guillemets quand j'étais en lecture. Je me suis dit putain, ça aurait été moi, j'aurais fait plus tard une narration avec Amar qui essaie de faire des vannes à la Monty Python, quitte à ce que ce soit pas marrant, ou voilà, quitte à ce qu'il soit
trop acide ou quelque chose comme ça, que ce soit de l'humour raté, mais je trouve que ça serait super drôle. D'ailleurs, ça me fait un peu penser, pour ceux, mais c'est marrant parce que j'y pensais déjà lors du live précédent, mais ça me fait aussi un peu penser, pour ceux qui connaissent, au jeu par navigateur Mush de Twinoid. Du coup, c'est MUSH, où en gros on est dans un vaisseau spatial, on est genre 16 joueurs, je crois. Et dans les 16 joueurs, il va y avoir 2 mush. Donc en gros, c'est des champignons. Enfin voilà, c'est des aliens champignons qui vont devoir infecter tout le vaisseau petit à petit. Et du coup, bah, le but de tout le monde, ça va être d'enquêter pour trouver qui sont les mush et d'essayer de les tuer. Avant que le vaisseau soit entièrement mush. Et du coup, moi, je sais pas, il y a un peu une ambiance comme ça. Il y a un peu une ambiance comme ça me fait un peu penser à ça. Et dans Mush notamment, tu peux décider de régler l'intelligence artificielle du vaisseau. Ce qui fait que d'un seul coup dans ton jeu, si tu fais un bon réglage, bah ton vaisseau il va commencer à te parler comme une merde ou des trucs comme ça. Et c'est super drôle. À te faire des vannes toutes pourries et tout. Je sais plus c'est quoi les humeurs que tu peux lui mettre. Je crois que tu peux lui mettre humeur hyper autoritaire, hyper énervé. Après tu peux lui mettre un truc basique. Après tu peux lui mettre un truc hyper scientifique, hyper pointu, avec des protocoles, etc. Et après je crois que tu peux lui mettre un truc en mode... je crois que c'est si les mush, le pirate, ou je sais plus trop comment ça, je sais plus comment ça marche. Mais tu peux aussi avoir l'ordinateur qui pète un plomb en mode il est fatigué, il en peut plus quoi. Et ouais, je trouverais ça vachement drôle de jouer sur ces tons. Enfin, ouais, je sais pas. J'avais trop imaginé qu'il y aurait une partie avec Amar qui fait une blague à la Monty Python, du coup. Dimal, ça oblige à pousser plus loin que l'histoire pour couvrir les différentes pistes des joueurs. Mais ouais, voilà, c'est ça. C'est que quand on prépare un jeu de rôle, on est obligé d'être paré à toute éventualité et d'être prêt aussi à improviser et d'aller dans toutes les pistes. Donc ça force à avoir une vue globale de la chose, une vue globale de l'univers. Avec un perroquet mort, oula, là par contre ça me dit rien du tout d'Ival, ce dont tu parles. Donc je ne pense pas. Il y a ça dans H2G2. Ah ouais, H2G2, ça fait... Ouais, je l'ai pas vu beaucoup, mais ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi, ouais. Ouais, voilà, bah, un peu un délire comme ça, c'est vrai que, ouais. Un peu un délire comme ça aurait pu être fun. Enfin bref, sur ce les amis, le live a duré déjà fort longtemps. On va se quitter. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit à tous. Merci à tous d'être passés, ça m'a fait plaisir. Merci Dimal, merci Industria, Zicto, merci Jumpy. Encore merci pour le nouveau sub Industria, c'est cool. Oui, je répète qu'il n'y aura peut-être pas de live ce dimanche. Parce que du coup, il y a le mode Clash sur League of Legends et il faut à tout prix que j'y participe. Donc voilà, peut-être qu'il n'y aura pas de live ce dimanche. Mardi, la suite de la saison 2 de Columbus, le voyage sans retour. Et mercredi, premier live Sea of Thieves de 13h à 16h, où on ne fera pas une fable du flibustier en solo. Et bah, je sais pas encore si ce sera une session solo, une session multi, et je sais pas ce qu'on y fera. Bref, on verra ça ensemble. Dimal, tu te rappelles pas du perroquet mort des Monty Python? Ah non, là je t'avoue que là comme ça me dit rien. Après Monty Python, j'aime beaucoup, mais je sais pas si j'ai déjà tout vu pour le coup. Parce que c'est assez compliqué à trouver, je trouve. Hein. J'ai souvent cherché et c'est très chaud de trouver. Là en ce moment sur Netflix, ils en ont remis pas mal, donc ça c'est cool. Mais enfin bref. Je vais vous laisser parce que là... D'ailleurs, ça se voit, genre à la caméra, j'ai mon nez tout rouge, je sais pas ce qui se passe. J'ai une allergie du nez. Genre mon nez est allergique à mon nez. Ça n'a aucun sens. Bref. Je vais vous laisser, chers amis. Et puis, bah moi, je vais continuer à travailler dans l'ombre sur la vidéo qui devrait arriver sur la chaîne YouTube d'ici 2 à 3 semaines. Je vais pas donner de date exacte parce que j'ai peur de pas suivre mes timings, mais voilà. Encore merci à tous, bonne soirée, bonne nuit, et à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye.